Est-il vrai qu'aucune région du Cameroun n'est délaissée par le gouvernement? Monsieur le ministre Gaston Elundu Essomba de l'eau et de l'énergie était tout récemment en visite dans la région du Nord. L'on retient que l'aménagement hydroélectrique de lac d'eau est la principale source de production électrique, d'énergie électrique dans le réseau interconnecté Nord. La mauvaise hydrologie a fait qu'on greffe à elle des sources de production d'énergie électrique alternatives comme le thermique, pour ne citer que cet exemple. Le ministre de l'eau et de l'énergie a aussi instruit la construction d'une centrale solaire de 20 mégawatts en pied de la centrale hydroélectrique de lac d'eau. On va également dire que la construction du barrage hydroélectrique de Bini à Ouarak dans la Wawa viendra résoudre également le problème d'énergie de la zone du septentrion. On va aussi dire que le chef de l'État a instruit la construction des centrales solaires à Guidère, à Gaoundéré et à Garoua. Ainsi donc, le niveau de l'eau baisse au nord. Il faut penser à d'autres sources et on ne peut pas s'arrêter uniquement à la construction ou à la mise sous tension fonctionnelle du barrage hydroélectrique de Memvele pour le réseau interconnecté sud, comme on l'a vu tout récemment. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord, vous, Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur Florazé avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos millions de téléspectateurs. À l'approche des examens officiels, rappelons que ces premières pluies font d'énormes dégâts dans le Noun, dans le village d'Iptano, je crois que je prononce très bien. 4 établissements scolaires ont vu leur toiture justement s'enlever à cause des pluies, des vents torrentiels qui sont produits pendant ce week-end. Donc on ne fait qu'enregistrer des dégâts, les parents sont inquiets et justement le chef, l'autorité traditionnelle, on appelle justement aux âmes de bonne volonté pour pouvoir reconstruire aussitôt justement les salles, recouvrir ces salles de classe pour permettre aux élèves de pouvoir, dans de bonnes conditions, participer aux examens officiels. Dans le cas de la revue des réseaux sociaux, il y a tellement d'informations et surtout les réactions de nos chers internautes après cette nouvelle triste, à savoir donc la mort ou le décès de Martin Belinga Eboutou, justement sur la toile. Beaucoup se sont interrogés et bien sûr on voit cette attitude qui est plutôt, on va dire, Eric Fopoussi, qui étonne pas mal de Camerounais aussi, beaucoup qui jubilent cette mort, cette perte, et certains qui estiment que on s'est enfin délivré justement d'un oppresseur. Ça, ce sont ce que les internautes en pensent sur la toile. On aura le temps justement de revenir sur tous ces petits détails et bien sûr on aura quelques informations en complément dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Florazé. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur Moro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Au moment où l'agence américaine de notation S&P Global Rating rétrograde le Cameroun dans ses notes de conjoncture, c'est à ce moment que le Fonds monétaire international, à travers sa représentante envoyée au Cameroun, Madame Delechamps, dit que le Cameroun a de bonnes perspectives. Monsieur Pendaï Koka, il est quelque part avec Maurice Kamto, là où nous on sait, a accordé une interview à CamerounLiberty.com, reprise ce matin par le journal La Nouvelle Expression. Il dit ceci, je cite: quand le FMI congratule les dirigeants de l'économie et des finances d'un pays, je deviens très inquiet pour le développement de ce pays. Fin de citation. Voilà, ça veut tout dire clairement pour Christian Penda Ekoka, qui est, comme vous le savez, lui aussi détenu donc à la prison principale de Kondengui à Yaoundé avec Maurice Kamto. Quand il dit ça, ça veut tout dire, hein, parce que le FMI et la Banque mondiale, qui sont toutes les institutions de Bretton Woods, il faut faire attention à leurs différentes félicitations, à leurs congratulations, pour reprendre un terme anglais transformé en français. Merci beaucoup, Moro Bengan. On va également, Madame, Monsieur, vous remercier d'être là ce matin avec nous sur Equinox Télévision. Lançons ce programme avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Voici Karine Santia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi et bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. Bonjour aussi au panel. Ce jour, c'est l'histoire de Yasmine
et Oswald. Alors, c'est Oswald qui nous a rencontrés. Il aimerait bien qu'on lui vienne en aide. Comment venir à bout de cette situation, puisqu'il s'est lui-même fourré dans un pétrin dans lequel il n'arrive pas à s'en sortir. Alors, Oswald vit en couple depuis 11 ans déjà, mais il est marié depuis seulement 9 ans et au mois de juillet, il devait célébrer sa 10e année de mariage. Ça devait être comme un grand festin pour sa famille et pour ses enfants aussi. Alors, ils sont parents de 2 enfants, Oswald et Yasmine. Oui. Et Oswald, il a depuis peu entretenu une relation extra-conjugale avec une fille de nom d'Erika. Il dit qu'ils se sont rencontrés lorsqu'il est allé chercher sa femme un jour au restaurant, chercher sa femme au travail pour qu'ils aillent au restaurant pour midi. Et en sortant, il a croisé cette fille. Mais au départ, il se disait que c'était anodin. Et lors d'un voyage d'affaires, il a retrouvé la même fille. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à sympathiser. Et il est tombé amoureux de cette fille. Il a tout fait pour que ça n'arrive pas, il nous le confie, mais c'est arrivé. Au départ, Oswald nous dit qu'au départ, il s'est dit que c'était pour une nuit. Oui. Et c'est devenu, ça a duré, c'est devenu très long, c'est devenu une longue relation. Et entre-temps, Yasmine n'a jamais su que son mari l'a trompée. En fait, elle n'a jamais, tellement elle était celle qui conseillait les gens et autres, qu'elle n'a pas pu savoir à quel moment son mari lui a glissé des doigts, parce qu'il continue à être le même père de famille, même responsable et tout. Alors un jour, en fouillant ses vêtements, les vestes pour donner au pressing, elle a découvert une carte de villa à acheter et ainsi de suite donnée, comme les agents immobiliers souvent en délivrent. Elle s'est dit que c'est peut-être pour leur anniversaire de mariage que son mari avait commencé à chercher ces maisons-là pour lui offrir à elle. Peut-être, mais elle n'a pas poussé le bouchon plus loin, en se disant c'est une surprise, elle attend le moment de la surprise. Alors un jour, lorsque son mari prenait son bain, le téléphone a sonné, il a demandé à sa femme de décrocher. Puisqu'ils se faisaient tous confiance, personne n'avait bloqué le téléphone, elle a décroché l'appel et après avoir fini de parler avec la personne, elle est tombée en raccrochant, elle est tombée sur le message, une discussion instantanée WhatsApp. Alors elle a filé la discussion, elle a vu que c'était une femme avec qui son mari discutait, il parlait de leur nuit en Égypte et autres. Elle s'est dit mais tiens, alors ça veut dire que la dernière fois qu'il m'a dit qu'il a voyagé, parce qu'il est chef d'entreprise, il a voyagé, il n'était pas en voyage d'affaires, il était avec cette fille et tout. Ça a commencé à trotter dans sa tête, elle n'a pas su quoi faire à l'instant. Elle a appelé sa belle famille, son beau-père et sa belle-mère pour leur informer de la situation. Eux, ils ont voulu directement battre le fer quand c'est chaud. Et c'est comme ça qu'ils ont convoqué Oswald et Yasmine et les enfants même, comme pour un week-end. Et ils sont allés, Oswald ne savait pas pourquoi il y allait. Ils sont arrivés et étant donné que le papa il est influent, ils ont passé la journée ensemble, il a essayé de parler à son fils. Dès qu'il a porté ce sujet, Oswald s'est relevé, il s'est fâché, il a commencé à gronder, mais son père lui dit non, tu n'as pas besoin de me gronder dans ma maison, c'est mon toit. Et il s'est fâché, il a grondé, il a crié dans tous les sens et il a dit je vous laisse même avec votre réunion de commérage et il est parti. Alors Oswald est rentré, il a attendu sa femme a fini le week-end là-bas avec les enfants et lorsqu'elle retourne, la première des choses que son mari lui dit c'est que moi je veux le divorce. Elle dit mais on n'a même pas encore fini de parler d'un sujet pour discuter ensemble ce qu'on veut. Tu me dis que tu veux le divorce. Et elle n'a pas pu introduire le dialogue dans cette circonstance-là. Et c'est comme ça qu'Oswald a ramassé ses affaires. Il est parti de la maison. Il a laissé sa femme et ses enfants. Pour aller retrouver Erika? Pour aller retrouver Erika, c'est ce qu'il disait en fait. Mais le temps qu'il divorce, il ne pouvait pas s'installer avec elle comme ça. Il fallait d'abord divorcer. Il allait alors chercher un hôtel dans lequel il restait. Et le temps que la procédure de divorce se termine, ça fait 2 mois et demi, le temps pour qu'elle se concrétise. Et il a envoyé le papier de divorce pour que sa femme signe. C'est là où elle a constaté que vraiment son mari est sérieux. Et elle a signé, même si c'était à contre-cœur. Elle a signé parce que j'ai aussi essayé de l'écouter elle. Et ce qui est quand même important à noter, c'est que Oswald, après cela, voulait brandir son divorce devant sa maîtresse comme une réussite qui devait leur permettre à eux d'être désormais heureux sans avoir de compte à rendre à quiconque. Lorsqu'il arrive, puisqu'il avait acheté une villa et une voiture à la fille, il arrive, étant donné qu'il avait fait déménager ses affaires dans un camion de déménagement. Elle se met au balcon, elle voit de l'autre côté comment il arrive. Elle appelle le vigile et lui dit non,
qui demande lui de s'arrêter là-bas et tu lui dis que je ne suis pas là. Le vigile stop. Non, madame n'est pas là. Elle est au travail, elle est sortie. Dit que, mais je l'ai appelée avant de venir, elle m'a dit qu'elle était... Non, elle n'est pas là, elle est juste sortie après votre appel certainement et tout. Il appelle, elle ne décroche pas, elle éteint son téléphone. Il appelle, il appelle, il appelle. 3 heures plus tard, elle rallume son téléphone et puis elle l'appelle, elle lui dit non, j'étais pas à la maison, j'étais au travail, j'ai dû faire un petit tour au bureau pour pouvoir... Et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Pour terminer avec l'histoire, ils se sont rencontrés dans un restaurant où il a donné le papier de divorce à sa maîtresse pour qu'elle lise et qu'elle apprécie d'elle-même toutes ses prouesses. Et il a été très très surpris de voir sa réaction. C'est-à-dire que sa maîtresse a été très odieuse. Elle a traité Oswald de tous les noms d'oiseaux. Tu es un idiot, comment est-ce que tu peux abandonner ta famille juste pour une femme que tu as rencontrée, ça fait même pas encore 5 mois et tout. Tu m'as acheté une maison, est-ce que c'est la prise en charge? Tu m'as acheté une voiture, est-ce que c'était la prise en charge? Tu ne peux pas abandonner une femme avec qui tu as passé 11 ans de ta vie avec 2 enfants juste parce qu'une fille te plaît dehors. Moi, je suis une croqueuse de diamants, je n'ai pas besoin de toi, tu m'as donné ce que je veux, donc on ne peut pas continuer ensemble. Je vois que tu n'es même pas responsable. Elle a abandonné Oswald au restaurant. Et Oswald est troublé, il ne sait pas quoi faire. Il a déjà des papiers de divorce signés. Comment faire pour retourner? Comment faire pour demander pardon à Yasmine? Comment faire dans ce genre de situation? Est-ce qu'il doit se résigner? Est-ce qu'il doit porter plainte à sa maîtresse? Comment est-ce qu'il doit réagir? Il est perdu. Il aimerait que vous, à la maison, peut-être que vous avez déjà vécu une situation pareille. Comment est-ce que vous vous êtes fait pardonner? C'est donc à vous de contribuer à ce que Oswald puisse retrouver le bonheur. D'ailleurs, alors, sincèrement, comprenez ma gêne. Je suis très embarrassé parce que je ne savais pas que de telles histoires existent, que les gens vivent de telles situations dans leur vie. Enfin, je veux dire, ça me paraît tellement gros, ça me paraît tellement hors de portée de me rendre compte du malheur et du pétrin dans lequel certaines personnes vont se fourrer. Comme vous l'avez dit, Karine Sonti. Ah ben écoutez, première chose, je trouve que ce monsieur est très imprudent. Et au fil de l'histoire, cette imprudence, l'impression d'imprudence s'est concrétisée. D'abord, il sait qu'il a une relation extra-conjugale. Et il est quand même le premier à établir des règles de confiance dans son couple avec des téléphones ouverts et tout. Ça s'appelle l'imprudence parce que quoi qu'il arrive, même si vous effacez tous les messages de votre terre, il y aura toujours quelque chose qui pourra arriver un jour ou l'autre. Donc, première imprudence. En plus, il fait des cadeaux et il est encore imprudent de garder comment on appelle ça, non pas les factures, les traces, hein, pas par devers lui. Donc, dans sa veste, il garde des traces. Deuxième imprudence. Donc, j'ai dit, au début, quand elle a commencé à raconter, il a dit, cet homme est très imprudent. Troisième imprudence, il décide de divorcer. Ça, c'est une grosse imprudence. Et on dit souvent de manière vraiment très simple que on ne peut pas laisser une branche tant qu'on n'a pas attrapé l'autre. Le singe, quand on voit le singe se passer sur les branches, c'est quand vous attrapez une branche qui laisse l'autre branche. Donc, il n'est pas encore sûr de ce que serait sa relation avec cette maîtresse, qu'il a déjà tout de suite engagé les relations de divorce. Donc, troisième imprudence. Donc, au final, on est clairement dans une situation de monsieur qui est imprudent au-delà de ce qu'on pourrait lui reprocher. Alors, Charles Hamel, je commence par vous. Ce matin, comment vous observez les choses, ce qui se passe dans cette histoire? Monsieur Eric Fopoussi, je me rends compte, et c'est l'évidence, que ce monsieur était sous le coup du Tobassi. Voilà un gars qu'on a composé, concocté dans une marmite bien précise, l'amenant à ne plus raisonner, l'amenant à ne plus jouir de ses facultés, il faut le dire, mentales. Ça, c'est important de le dire. Ouais. Dans la vie, nous avons deux types de femmes. La femme de sa vie et la femme de son cœur. Ça, il faut le savoir. La femme de sa vie, qui peut être notre maman, qui peut être la première femme avec qui nous avons entretenu des rapports sexuels, qui peut être la première ou celle qui nous a amené à explorer un certain monde,
celle qui nous a tenu la main pour nous amener, ça dépend. Il y a une femme de la vie, il y a la femme de son cœur. Donc, M. Eric Fopoussi, voilà un homme qui, par un flash, vous savez, le charme n'est pas que comestible. Ça, pour ceux qui croient que le charme, il faut absolument qu'on ait préparé une soupe pour le mettre. Non. Même à travers un bisou, même à travers la respiration d'une poudre, vous pouvez tomber sur le charme. Des regards. Non, pas le regard. Non, pas le regard. Les bagues. Il y a des gens qui ont des bagues, des chaînes. Vous pouvez tomber sur le charme. Donc, il faut dire que cette femme, n'est-ce pas, apaisée, elle-même l'a dit, je suis une croqueuse de diamants. L'expression croqueuse de diamants, on ne trouve pas le diamant à 3 mètres du sol. Il faut savoir creuser pour trouver le diamant. Donc, voilà une fille... Naomi Campbell Chasse-Taylor. Voilà une fille qui s'est jetée. Elle s'est jetée dans une enquête minutieuse. Elles sont nombreuses, ces filles qui écument les stations-service, qui écument les boîtes de nuit, qui écument les cabarets, qui écument, M. Eric Fopoussi, les restaurants à midi, dotés d'un parfum, comment je veux dire, d'un parfum venu tout droit de l'enfer, pour pouvoir séduire les hommes, M. Eric Fopoussi. Je le dis parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que les femmes font ici dehors pour avoir l'homme. Il y a celles dont le rêve n'est que de briser le ménage, il y a celles dont le rêve n'est que d'empoisonner l'existence des autres. Ça, il faut le dire. Donc, déjà, rendu à cela, je veux dire que cet homme est tombé. Il est tombé à telle enseigne qu'il a cru qu'il vivait l'amour. Il a cru qu'il était dans l'amour. Il a cru qu'elle était l'amour, M. Eric Fopoussi. Qu'il était enfin heureux. Il était enfin heureux. Et vous savez, M. Eric Fopoussi, lorsque vous traversez, vous rencontrez ce type de femme qui vous pollue l'odorat. J'appelle ça polluer l'odorat. Elle s'arrange à tout donner. Elle s'arrange. Et là, c'est là où, généralement, je dis, les parents pêchent. Les parents pêchent parce que aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les publicités agressives ne tournent qu'autour de 2 choses. Le sexe, l'érotisme. Petite publicité de savon, il faut que le corps de la femme passe. Huile et ceci, il faudrait que les fesses de la femme passent. Non, on s'arrange à mettre des parties précises pour stimuler la libido. Dans tous les bus que vous prendrez, M. Eric Fopoussi, vous entendrez Makatatouma, Makatotoumi, Toum Toum Toum. Ça renforce la vigueur du corps, du sexe et tout. Vous allez sur la toile, vous allez voir allonger, grossir le phallus et tout. Donc il faut dire que aujourd'hui, tout ne tourne que tout autour du sexe. Or, un vrai bantou doit se méfier, M. Eric Fopoussi, du sourire de la femme. Ah oui. Rappelez-vous du sourire de Dalida. Le sourire de la femme est très dangereux. Une femme qui ne juge que par son sourire, méfiez-vous, elle est dangereuse. M. Eric Fopoussi, les performances sexuelles de la femme, on ne juge pas une femme à travers ses performances sexuelles. Or, le malheur, c'est que dès que les hommes se retrouvent pour consommer, ils disent que papa, la femme là me tient, monsieur. Oh, ça, je vous assure, je n'ai jamais trouvé. C'est une bête. Donc, vous voyez, évitez de non, mais monsieur Eric Fopoussi, il faut le dire. Il faut le dire, parce que là, voilà un couple qui est brisé à cause d'une croqueuse de diamants. Elle a mis toutes ses atouts au niveau du bassin. Je sais pas ce qu'elle a dit, en dessous de la ceinture. Je doute fort que ce monsieur était heureux, qu'il mangeait, qu'il faisait des paquets. Non, c'est au niveau des performances sexuelles. Elle a raconté pourquoi vous sensibilisez les hommes. Faire attention au sourire, faire attention aux performances, voilà, comme vous avez dit. Voilà, voilà. Évitez de vous laisser entraîner par la beauté de la femme. Tout ce qui brille n'est pas or. Et enfin, ne fondez pas votre vie sur la physionomie de la femme. Vous avez des hommes, tant que la femme n'a pas des rondeurs dignes d'une guitare mexicaine, il n'entre pas, M. Eric Fopoussi. Il ne s'y aventure pas. Donc vous avez des gens, chacun a ses goûts, mais là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et c'est ce que tu aimes qui te tue. Donc voilà quelqu'un qui est victime de son propre amour. C'est-à-dire victime de ce qu'il aime. Il est tombé. Et voilà comment on l'a pris. Donc, victime de ses imprudences. Mais là, il commet trop d'imprudence, M. Eric Fopoussi. Trop d'imprudence. Voilà. Trop d'imprudence. On en vient. Allez-y, Charles. Trop d'imprudence. Vous me faites rire. Dans tous les cas, je ne vais pas aborder dans votre sens. Elle dit qu'il a commis trop d'imprudence. Acheter une maison
Vous ne pouvez pas vous lever. Il a rencontré, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Il va acheter une maison. Il offre une maison à la femme sans aucune assurance. Quelle est l'assurance, monsieur? Il faut possible. Les Bantous étaient prudents. On ne pensait offrir une maison à une femme que lorsqu'elle était enceinte. Lorsqu'elle portait une grossesse, lorsqu'elle était peut-être dans sa 2e année, peut-être son 2e enfant, un 3e enfant, on dit non, il faut qu'on pense la caser. Et c'est alors qu'on va chercher un terrain, on engage la construction, on va rencontrer les parents de la fille en lui disant, écoutez papa, écoutez maman, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis avec telle et c'est la raison pour laquelle je me suis battu pour la mettre à tel endroit. Et c'est là on va la caser. On n'achète pas, on lui remet en lui disant, va entrer dans cette maison. Non, monsieur, il faut possible. Il faut prendre dans une certaine mesure ses responsabilités. Donc j'estime qu'il a commis trop d'imprudence, il s'est laissé aller. La femme maintenant à l'intérieur, connaissant son mari, tel que nous dit souvent ici, Karine Sontia, que lorsque l'homme change, la femme n'est capable de lire les changements de l'homme. Comment a-t-elle fait pour ne pas se rendre compte? Premier point. Parce qu'un homme qui est sous le coup du charme est très évasif. Parfois, il reste dans son coin, il rit seul. Il est là, il rit seul. Parfois, vous le voyez, il est en train de penser, il met un peu de la musique, il y a des styles de musique qu'il commence à écouter, vous le voyez fredonner. Il a une façon, il n'est plus dans le monde réel, monsieur, il faut poser. Il faut le ramener. Et ça, la femme a ce don de pouvoir maîtriser ces choses. Elle a laissé. 3e chose, elle a déplacé le sujet. On ne peut pas avoir un problème. On ne discute pas d'abord à 2, quitte à ce qu'il y ait ambiguïté, confusion ou complication, qu'elle porte déjà le sujet pour aller voir le père et dire, écoute papa, voilà ça. Ça suppose, vous voyez jusqu'où. Donc l'homme peut-être, à des moments quand il rentrait chez lui, c'était un peu dilué, on va dire la puissance du tabac c'était un peu dilué, il essayait de trouver, mais le simple fait pour elle d'être allé dire à son père, ça a provoqué en disant, je paie même mon temps avec toi alors que j'ai la femme qui est là, et c'est comme ça qu'il l'a mis à l'extérieur. Je ne peux pas dire qu'il a bien fait. Non, je condamne fermement ce que l'homme a fait, mais je condamne légèrement la femme, parce que la femme aurait dû entamer le débat avec son mari à l'intérieur avant de le porter auprès des autres à l'extérieur, monsieur le fond. Charles Lamel, pourquoi je ris, mon Dieu? Non, en réalité, c'est que vous avez commencé par dire Tobassi et sincèrement, on se le dit, hein, si un homme est sous l'effet du Tobassi, c'est clair que même si la femme fait n'importe quoi, il ne va pas, il va pas répondre. Et puis, monsieur, c'est pas sa faute à elle. Et puis, non, il y a autre chose qu'il faut dire. Oui. Il y a autre chose. C'est que vous avez des femmes qui, lorsqu'elles vivent et rencontrent leur mari, elles sont jeunes et vivent, elles sont des Sharon Stone, monsieur Dufault. Elles sont des Sharon Stone au lit. Mais une fois mariées, c'est des femmes qui baissent, qui ne se contentent que de ne regarder leurs enfants. C'est des femmes qui passent le temps. Elles n'ont plus la présence d'esprit d'encadrer. L'homme est un éternel bébé. Et d'ailleurs... L'homme est un éternel bébé. Oui, et d'ailleurs, monsieur... Charles vient de dire que le sexe n'est pas la seule chose entre un homme et une femme. J'ai dit, il y a des hommes. Bombo, par exemple, nous a dit sur ce plateau qu'il aime la lecture. S'il y a une femme qui vient danser le dombolo tous les jours, on ne va pas l'intéresser. Parce qu'à tout moment, il va dire, baisse le volume, je vais lire. Donc c'est important, on va baisser le volume. Il y a d'autres pour qui c'est la boisson. Chacun sa particularité. Donc lorsque vous connaissez, et je l'ai dit, j'ai pris l'exemple de Karine Sontia. Et puis une chose que les femmes ne devraient pas oublier. L'homme naît auprès de sa mère, l'homme naît et grandit auprès de sa mère, vit chez sa maîtresse et meurt chez sa femme. Voilà. Il a essayé de mourir tout seul. Je pense que vous avez réussi d'ailleurs à vraiment faire la conclusion de tout cela. Alors, Florazé, c'est à vous à présent. Qu'est-ce que vous dites? Bon, je sais, hein, vous allez commencer à nous faire une litanie de ces hommes irresponsables, immatures. Voilà. Dites-moi que je me trompe. Dites-moi que je me trompe. Vous vous trompez, monsieur. Parce que l'histoire, l'homme se condamne lui-même dans l'histoire. J'ai pas besoin de venir renforcer le clou. Ouais. Sauf que l'argument de Charles Lamel sur le Toba, c'est trop facile. Eric Fopoussi, dire que le monsieur était sous un charme. Non, on a affaire à un monsieur gourmand. Il n'est pas sa première conquête. Sauf qu'ici, il est tombé sur une croqueuse. Elle me l'a dit, croqueuse de diamants. Et que là, c'est pas facile de se décoller ce genre de femme. Mais en 10 ans de relation, on a affaire à une femme qui a supporté les infidélités de son mari. Bravo, madame. Parce que je ne suis pas sûre que moi, personnellement, en disant je pourrais supporter ça, non. Maintenant, il n'y a que elle. Non, il n'y a que maintenant. Non, il n'y a que maintenant. Elle est face à une situation où elle n'arrive plus à supporter. Elle constate que monsieur est même allé
jusqu'à acheter une villa, une voiture à la dame. Elle se dit, mais là, ça devient grave. Mais mon mari, où est-ce qu'il va? Peut-être qu'il a même déjà une femme, enfant et autres. Donc, il faut déjà s'interroger. Alors, la femme est restée dans la posture du respect, de l'accompagnement dans le couple. Et maintenant, monsieur vit le retour. Je dis bien qu'elle a épousé tous les canaux qu'il faut dans une relation. Je suis sûre qu'en 10 ans, en 10 ans, cette femme n'a jamais parlé des infidélités, des imperfections de son mari. Sauf que maintenant, comme c'est ce que je défends tout le temps, et c'est le dialogue, à un moment donné, quand ça vous dépasse, vous pouvez maintenant appeler des personnes ressources. Et c'est ce qu'elle a fait en plus de 10 ans. Elle dit, ok, je vais voir une personne ressource. Papa, toi aussi, aide-moi, dis-moi, peut-être que. Et on a affaire à un monsieur trop orgueilleux, qui ne veut rien entendre. C'est pas question de Thomas et autres. Qui ne veut rien entendre, qui n'a pas de respect même sa propre personne. Parce que quand vous êtes dans ce genre de situation, mais d'abord j'ai utilisé la queue, mais à ce moment, attendez, vous faites tout petit. Parce qu'à la fois, vous êtes devant votre papa et votre épouse. Vous êtes devant une situation qui est très critique. On parle quand même de l'avenir de votre relation, il y a des enfants et autres. Le monsieur déjà très orgueilleux, irresponsable, regardez la tenue qu'il a devant son papa. Donc, on a affaire à quel type de partenaire, de monsieur pour l'éducation même des enfants. Donc, vous voyez que voilà une femme qui a été martyrisée en 10 ans de relation. Et je dis encore, chapeau. Vous savez, l'amour, pour l'entretenir, il y a des codes. Le respect. Vous pouvez être même le plus infidèle. Déjà que nous n'allons pas en guerre contre les hommes. Vous êtes comme ça. C'est-à-dire qu'on sait que oui, il peut y avoir 10, 15 et autres. Mais le respect, respectez-vous d'abord. Et ainsi respecter c'est-à-dire en vous contrôlant et justement en protégeant votre famille. Voilà là où on en est aujourd'hui. Le monsieur se fait rabouer par la croqueuse de diamants, etc. Et tout. Il a tout perdu au point où la femme a même refusé de signer les papiers du divorce. Il n'y a pas de Thomas, c'est qui tiennent à ce moment. L'homme tout simplement est face à ses, à ses imperfections et à son manque de responsabilité qu'il a épousé depuis plusieurs années et il a eu la meilleure, je dis bien, la meilleure des épouses qu'il soit. D'accord. Et une femme qu'il a supportée, même dans ses infidélités. Je suis sûr que Karine, on ne nous dit pas tout. C'est qu'on doit avoir 2, 3, 4 gosses dehors. C'est bon. C'était plus fort que vous. Oui, et c'est vraiment triste. Je l'ai dit, c'est vraiment triste. C'était plus fort que vous. Mais vous êtes arrivé à l'homme irresponsable. Parce que même dans l'infidélité, non, je suis, même dans l'infidélité de ce mari, la femme a utilisé l'assistance. Parce que Karine a dit, quand madame a nous vu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait de scandale. Moi, par exemple, peut-être que j'aurais fait un scandale. Mais elle est restée calme. Elle n'a fait aucun scandale. Elle n'a même pas cherché à appeler la croqueuse de diamant, qui n'y est pour rien dans cette histoire. Chalanel dit évitez, oui. Alors, Chalanel dit qu'il faut aimer, ces femmes sont ci, sont ça. Alors, si vous le savez, que faites-vous dans les boîtes de nuit? Que faites-vous dans les... Évitez-les. Parce que les croqueuses de diamants, les croqueuses... Oui, je termine. Pour dire que parce que les croqueuses de diamants sont là où on le sait. Messieurs, après le boulot, vous faites quoi là-bas? Oh, mais écoutez, même à l'église... La question. Même à l'église, oui. ils sont... Non, oui, même à l'église. Vous allez à l'église. À l'église combien de fois? Non, pour ceux qui sont croyants, ceux qui vont à l'église, ils vont combien de fois par an? Les deux, les deux. Voilà. Les deux. Bon, c'est à vous maintenant. Bon, vous dites quoi là avec l'histoire de ce matin? Je pense qu'il y a 3 ou 4 petites choses. La première, c'est que le papa de monsieur n'aurait pas dû lui parler devant son épouse. Voilà. Dans ce genre de choses, on appelle son fils. Voilà. On discute à deux. Et justement, ça permet au papa de comprendre, de regarder les contours. Pourquoi, qu'est-ce qui a amené son fils? Est-ce qu'on a troublé sa tête? D'accord. Ou pas? Et il peut faire des mesures. La deuxième chose, je veux dire, c'est que le monsieur, il a, comment je vais dire ça, il est perturbé. Quand vous regardez l'histoire de sa femme, comme Karine nous raconte, ça veut dire qu'en fait, il était une relation de confiance entre deux. Oui. Et ça veut dire que ce monsieur, contrairement à ce que dit Flora, ce n'est pas un monsieur pervers. Non. Ce n'est pas un monsieur pervers. C'est pas un monsieur pervers, mais il est tombé. Ça comme on peut tomber. On a eu des situations ici. Parce que vous parlez des restaurants aujourd'hui. À notre époque, il y avait les croqueuses de diamants étaient dans ce qu'on appelle les circuits. Les circuits, les gargotes. C'était des circuits. Des circuits. Et là où il y avait des gens, des hommes
il rentrait à la maison à 2 heures. En plus qu'au Cameroun, ça marchait, ça coulait. Et c'est des circuits en circuit. Et ces hommes, lorsque le travail est fini le lendemain, s'est trouvé qu'il avait même oublié de construire chez lui, mais il avait ses 2 maîtresses avec maison. Et vérification faite, s'est trouvé effectivement qu'il y avait ce charme-là, le Tobassi et tout, ça existe. Ça existe. Et le troisième chose, le langage qu'utilise cette croqueuse de Marie, elle n'a pas froid. Elle parle de manière froide. Elle te dit, mais monsieur, si j'avais même vu un peu plus, j'aurais pris. C'est son travail, Donc, elle est sans scrupule. Quatrième chose, je termine par là, c'est pour dire aux gens, le dehors est mauvais. Le dehors là est mauvais. Donc restez chez vous avec vos familles et enfants. Voilà, mais pour dire qu'une Africaine qui estime qu'un homme lui est fidèle à seul, c'est une tromperie. Il ne faut jamais imaginer. Jamais. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est infidèle. Un Africain n'est pas infidèle. Un Africain a plusieurs épouses qui entrent dans la maison de manière graduelle. Voilà. Et ça, même si vous appelez vos choses, comment vous appelez ça, monogamique et tout ça. C'est le cas du monsieur dans l'histoire. Non, il est dans ce cheminement. S'il avait vu son papa dans un cadre beaucoup plus restreint, il aurait eu des aménagements. Mais un Africain qui reste avec une femme, ça n'en existe pas. Il a demandé le divorce, donc il était sérieux. C'est parce que je suis fatal au point de vue de Charles, mais il est sur le fait du Tobassi. Oh là là! Tous les infidèles vont nous ramener sur la même excuse. 30 secondes. D'accord, allez-y, oui. Monsieur Eric Fopoussi, sachez que de la même manière qu'on vous donne le Tobassi, de la même manière on sait comment arrêter le Tobassi. Il y a des phrases qu'on peut prononcer, ça vous désenvoûte, pour les gens envoûtés. Donc c'est là où je reçois mon... Regardez les phrases qu'elle utilise pour marquer la séparation. Regardez, écoutez les phrases qu'elle utilise. Il y a trop de... signification. Il y a trop de signification dans les phrases. Il y a des... Vous voyez, les gens qui font l'hypnose. On dit dès que je vais dire fleur de lys, tu entres en hypnose. Lorsque je dis amour, tu te réveilles. Ou parfois, on claque les mains. Oui, ça existe. Il y a d'autres trucs pour vous désenvoûter. On va préparer certains produits pour faire manger, pour vous désenvoûter. Ça, c'est clair. Donc, j'estime que la femme, sa femme n'a pas analysé tous les paramètres. Vous savez, monsieur, il faut aussi. Je vais vous dire. Vous terminez rapidement parce qu'on a plus de temps. Je préfère. Non, on n'a plus de temps. Karine Sontia va également réagir. Moi, je veux dire que c'est un monsieur qui a limité le dialogue. Vous savez que quand vous êtes sous l'emprise de quelque chose de nouveau, vous avez l'impression que cette chose-là n'existe que de fait. Donc rien n'est plus beau que cette chose-là, rien n'est plus belle que cette chose-là sur la terre. Et étant donné que c'est une maîtresse, c'est une croqueuse de diamants, comme elle l'a dit, elle est assez préparée. Elle ne vient pas vers vous par hasard. Elle a tout calculé. Elle connaît quand est-ce qu'elle va faire telle chose, quand est-ce qu'elle va vous laisser. Et ça, c'est arrangé depuis le départ. Donc lui était là, il était un pion qui jouait. Et c'est délicat parce que vous avez dans votre couple une femme qui vous fait tellement confiance que, même si vous rentrez à 2 h du matin, non, mon chéri est au travail, il avait beaucoup de dossiers à signer. Si vous êtes assis en train de parler, donc il y a des relations où, si vous venez dire à une femme que son mari la trompe, elle va vous dire que vous mentez. Et pourtant, vous avez la preuve. Vous montrez même la photo, elle vous dit que ce n'est pas lui. Et ça, c'est une femme. Et ça, c'est une femme. Elle dit que ce n'est pas lui. Mon mari ne peut pas me faire ça. C'est une bonne femme. Vous voyez un peu. Donc, elle est dans une situation où la femme était tellement aveuglée, tellement elle avait sacralisé son mari qu'autour de lui, il n'y avait que des anges. Et arrivé au moment de déconstruire le mythe, elle n'a pas su comment faire. Et moi, je peux la comprendre. Elle n'a pas su comment faire. C'est-à-dire que dès qu'elle a découvert même la carte, elle s'est dit que c'était pour elle. Elle n'a pas voulu creuser. Une autre femme aurait mené les enquêtes pour trouver là où la villa là se trouve, pour trouver quand est-ce qu'il l'a acheté, pour trouver. Mais elle n'a pas fait. Ça veut dire qu'elle n'a jamais pensé autrement que ça. Et on arrive à découvrir. Et quand elle découvre, elle tombe sur le poteau rose. Waouh! C'est le choc total. Et à l'instant, qu'est-ce que tu vas dire à ton mari dans cette situation? Tu vas lui dire quoi? On ne se prépare pas à l'infidélité. On n'est jamais préparé à l'infidélité. Une femme qui est calme, qui ne parle pas beaucoup, qui discute mieux et qui vous donne l'impression d'être sournoise, lorsqu'il y a une infidélité, elle peut sortir de ses gonds et vous lâcher au carrefour. Une femme qui est calme. Et pourtant, une autre qui
que son champ chauffe, même lorsqu'elle va voir les choses comme ça, elle va se calmer. Vous avez l'impression qu'elle veut vous tuer en fait. Donc c'est une façon, elle a réagi d'une manière un peu incertaine, parce qu'elle ne savait pas par où commencer. Et c'est là où elle a fait recours à son beau-père. Peut-être que le beau-père n'a pas géré la situation comme il fallait, mais je peux dire sur cette histoire que c'est le moment où le monsieur demande le divorce et qu'il montre à sa femme qu'il en a marre d'elle. Et là, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. C'est ça qui dérange. C'est-à-dire que vous pouvez même tromper votre femme. Quand elle constate que vous faites petit. Parce que vous ne pouvez pas continuer à être macho. Non, mais nous attendez que je termine. La seule chose à faire, je suis sorti de la maison. Elle rentre et constate. Je me rends compte que de l'autre côté, que mon tabac c'est fini. Je retourne la situation. Je la retourne simplement, monsieur le Poussé. Je dis non, tu arrives, tu trouves qu'il y a les effets, tu ne m'appelles pas. C'est la stratégie. Non, mais c'est pas tout ça qui marche. Non, il faut être toujours capable. Ne fermez jamais. Ça ne marche pas. Charles, mais quand vous êtes il ne peut pas. Il doit faire petit. Ne fermez pas toutes les portes. Il a fermé. Il faut avoir toutes les stratégies. Lui, il a fermé. On ne peut pas revenir. Parce que la seule chose, c'est qu'il va retourner sa propre travail. Merci infiniment à vous sur le plateau. Malheureusement, on ne dira pas encore aujourd'hui comme hier les messages. Je prends ça sur moi, malheureusement, comme toujours. Vous comprenez, Jésus est mort pour les chrétiens. Moi aussi, je suis obligé de mourir pour vous. Mais en tout cas, ce qui se signale au prompteur, c'est la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du plan d'assistance humanitaire. Plan d'assistance d'urgence humanitaire au plan d'humanitaire d'urgence au Cameroun. Vraiment, tout ça, ça revient au même. Où sont passés les multiples plans d'urgence de la République pour que l'on puisse parler du plan d'assistance humanitaire? Depuis l'an 2014, le Cameroun a cessé de vibrer au rythme des plans d'urgence. 2016, 2017, 2018, on parle étrangement et subitement du plan d'assistance humanitaire. Oui. Où est passée la direction de la protection civile? Mieux, celle des catastrophes, pour qu'on se retrouve à organiser un coup de cœur national, à l'exemple de celui du Lac Nyos, la Coupe du Monde 1994, et j'en passe. Trop de coups de cœur dans ce pays. Peut-on donc dire que ce PNUD a réussi sa mission à mi-parcours, à savoir assurer la protection des personnes déplacées, la fourniture des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, les soins de santé, l'éducation, la reprise des activités économiques, notamment agricoles, le logement et la reconstitution des documents d'état civil et des pièces administratives individuelles? Point d'interrogation. Peut-on dire qu'elle a réussi à assurer la fourniture des abris provisoires et la reconstruction de 10 000 maisons à raison de 500 000 francs chacune, la construction des points d'eau et latrines, la réhabilitation des centres de santé et des écoles, la sensibilisation sur la bonne et pratique d'hygiène et de vivre ensemble? Point d'interrogation. Comment comprendre que le déploiement de ce dispositif gouvernemental, doté d'un budget de 12,7 milliards de francs CFA, semble être coincé, alors que près de 500 000 personnes sont menacées de famine dans les deux régions anglophones? Comment comprendre que le PNUD, pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, peine à se déployer sur le terrain, à telle enseigne qu'on a entendu le ministre de l'administration territoriale soupçonner les ONG partenaires d'être des détourneurs? Oh mon Dieu! Comment comprendre que 9 mois après, seules des denrées alimentaires ont pu être apportées à quelques 60 000
345 personnes dans 12 arrondissements répartis dans les 2 régions. Comment comprendre que ceux-mêmes qui ont subi des inondations ont été placés sous le même coup des déplacés du nord-ouest et du sud-ouest, recevant de fait des dons? Comment comprendre qu'à ce jour, les femmes dans ces différentes zones n'ont non seulement pas accès aux champs, mais en plus n'ont pas la possibilité de pouvoir nourrir leurs maris, leurs enfants, leurs familles, laissant des dizaines de milliers de personnes déplacées, affamées, puisque le champ, on ne le fait plus dans cette zone. De quoi vivent-ils? Comment répartit ces dons? La semaine, le mois ou alors l'année? Je ne sais pas. Savez-vous que dans le cadre de son plan d'assistance humanitaire d'urgence, le gouvernement avait prévu pour ce qui est du secteur agro-pastoral un appui en intra-agricole et en cheptel pour relancer les activités des populations rurales sinistrées? Mais de toute évidence, ce dispositif ne sera mis en place qu'après le retour espéré de la paix. Pourquoi donc avoir mis la charrue avant les bœufs? Peut-on dire au jour d'aujourd'hui que ce planète n'a ne serait-ce qu'apaiser les douleurs des populations sur le plan de la reconstruction des infrastructures détruites au vu de l'affluence des déplacés dans les régions de l'ouest, du littoral et du centre? Point d'interrogation. A-t-on même déjà commencé à rétablir le cadre de vie propice à l'épanouissement et au développement des communautés affectées par la crise sociopolitique, avec la déferlante des déplacés dans les différentes villes de ce pays? Autre point d'interrogation. Peut-on dire, au vu des récentes déclarations du MINAT, que ce plan d'assistance a ne serait-ce qu'apporter une assistance humanitaire d'urgence aux populations en détresse, assurer la réinsertion socio-économique des populations affectées, réhabiliter les infrastructures détruites dans le domaine de la santé, éducation et mesures de protection pour enseignants et des élèves, mieux de l'habitat? Autre point d'interrogation. Mais, disons-le, on ne peut vivre sans se souvenir. Rappelons-nous qu'il était prévu que ce plan de 18 mois serait financé par le budget 2019 de l'État et par des contributions des Camerounais, d'où l'appel à la solidarité nationale. Nous sommes à presque 9 mois. Et il nous reste environ 9 mois. A-t-on déjà pu, ne serait-ce que franchir le seuil de ce qu'on avait prévu? Autre point d'interrogation. Rappelons-nous qu'il était prévu dans ce jour que les fonctionnaires devaient tous cotiser. Les fonctionnaires étaient contraints. La fourchette minimale oscillait entre 50 et 2 millions de francs CFA. D'abord sur le territoire de Yaoundé, en plus chacun dans sa communauté. Raison pour laquelle on avait lancé même un concours de la région qui allait cotiser le plus. Les Nations Unies avaient offert 3 milliards de francs CFA. La Chine avait prévu débloquer 1,7 milliard de francs CFA. Les entreprises à elles seules avaient débloqué de l'argent. La communauté nigériane du littoral, pour parler d'elle, avait débloqué 1 million de francs CFA, plus les denrées alimentaires qu'elle avait apportées. Alors dites-moi à ce jour, 9 mois après, où en est-on? On en parle ce matin parce que ça pose un réel problème sur le respect de la parole donnée par l'État du Cameroun, par le gouvernement camerounais. Et on peut le voir, il y a actuellement la confirmation des craintes et inquiétudes que nous avions à l'époque émis sur ce plan d'assistance humanitaire, puisqu'on évoquait à l'époque le fait que le conflit soit toujours latent, soit toujours présent, et que mener une telle opération serait contre-productive, puisque celles des personnes qui étaient censées bénéficier de cela étaient toujours confrontées à la peur, à tout ce qu'il y a comme problème et souffrance, bombardement et crépitement des armes dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, mais également parce que ces personnes qui se retrouvent également dans d'autres régions du Cameroun, on ne peut pas imaginer le moyen le plus efficace pour les recenser. Donc tout cela combiné et mis ensemble montre bien que nous avions prédit que ce plan soit finalement un échec total, et c'est pourquoi aujourd'hui on essaie, et on le voit très bien dans les mots du ministre de l'administration territoriale, on le voit très bien, on recherche ici les boucs émissaires, on veut rejeter la faute sur d'autres personnes, on veut se dédouaner de cet échec en disant que des ONG auraient, comme on le voit, détourné l'argent dédié à ce plan d'assistance humanitaire. Bon, Benga, je commence par vous. Qu'avez-vous à dire de cette situation? Non, une seule chose.
Et tout le monde connaît l'adage. À force de dessiner le diable au mur, il finit par rentrer dans la maison. C'est ce que nous avons fait. Nous avons caché un certain nombre de choses en commençant par l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, où lorsque tout le Cameroun, c'est la troisième fois que je vois ça sous le règne de Renouveau. Le premier bloc autour du président Paul Biya s'était levé pour condamner le coup d'État du 6 avril. Parce qu'on a dit non, notre président, on ne veut pas, c'est une très bonne chose. Deuxième mobilisation, c'était autour de Bakassi. Et la troisième chose, c'était lorsqu'on atteint cette initiative-là, les Camerounais disent enfin, mais Monsieur le Président, donnez-nous, laissez-nous la possibilité de nous prendre en charge. Et regardez ce qui se passe à l'époque. Mais à chaque fois, le Président de la République fait comme s'il ignorait son peuple. Et c'est ça qui nous fait penser, nous autres, que peut-être parce que c'est l'Élysée qui dit qu'il se comporte comme ça. En 1984, pardon, il a répété ça lors de son suite dernièrement. Quand il nous demande de ne pas organiser les festivités du 20 mai, il fait un discours qu'il a repris dernièrement, le dernier. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Vous voyez, des thèmes pédagogiques et tout, et à ce moment, ça tient. Ça tient. Lorsqu'on arrive donc à cette initiative PPT, Pays pauvres, très endettés, on sort, point d'achèvement et tout. Voilà, il reprend. Au moment où on l'attend, rien du tout. Rien. Et on nous apporte donc ces fameuses choses. Au point où vous ne savez même pas de quoi on parle. DCE, DSE, de tout ça. Et après, budget programme. Le budget programme, en principe, c'est cette année que ça devait finir. Donc, c'est 2017-2019. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Avant même ce budget programme, on vous dit, maintenant, plan d'urgence. Quel est ce Cameroun qui n'arrive pas? Parce qu'en fait, on nous disait, le FMI a interdit de faire les plans. D'accord, mais pourquoi alors les urgences? Dans les hôpitaux, lorsqu'on parle des urgences, ça veut dire que c'est des cas qu'on prend là vite. Et on vous dit même qu'il y a des médecins urgentistes. Mais qui sont donc nos médecins urgentistes? Si c'est tout le gouvernement qui se constitue en médecin urgentiste, alors j'ai dit à ce moment-là, l'hospitalisation qui viendra après, les patients ne seront pas suivis. Parce qu'après les urgences, pour vous sauver la vie, il faut bien qu'on vous demande de rentrer à la maison pour revenir, ou alors vous soyez hospitalisé. Mais rien n'est prévu pour l'hospitalisation des patients. Donc dès que les urgences sont finies, là, le patient, on ne s'en occupe plus. C'est ça qui nous bloque là en fait. Parce que même le plan qu'on a mis, c'était un peu rapport que le système des Nations Unies avait donné au Cameroun. Et vous voyez comment la France, M. Gilles Thibault, je le cite, il est presque à la fin de ses jours, il a dit que la coopération française s'intéresse pour les régions de l'Est et de l'extrême Nord. Là, parce que là, on nous a aussi procédé à des cachotteries. 4 ministres sont allés pour voir les problèmes que vivent les régions de Septentrion. On ne vous dit rien de ce qui se passe là. D'accord. Alors, Florazé, c'est à vous. Oui. Vous vous souvenez quand on a commencé avec ce plan d'assistance humanitaire, et notamment au niveau des collectes, de comment c'était devenu une sorte de concurrence. On attendait la région de l'Ouest, après le littoral, etc. et tout. Mais nous étions insurgés au point où on se demandait est-ce que justement ce plan d'assistance est la solution à la crise ou alors justement aux régions en crise. La réponse était non. Aujourd'hui, Chalamel a posé une question. Après 9 mois, on en est où? On en est au point, aujourd'hui, on accueille, vous et moi accueillons justement nos frères qui viennent des régions en crise. Nous les hébergeons et nous leur donnons également une opportunité, comme Chalamel a dit, de se réinsérer dans la vie active. Aujourd'hui, on constate que la parole qui a été prononcée n'a pas été respectée parce qu'aujourd'hui, on nous dit encore, l'administration nous dit que les dons sont détournés. Ça veut dire que si une famille devait recevoir 4 matelas, je dis n'importe quoi, aujourd'hui, reçoit 2. Et certaines familles ne reçoivent même aucun don. Vous voyez, donc tout ça, c'était la théâtralisation politique par rapport justement aux personnes désœuvrées Vous terminez. qui crient
qui vivent la misère dans leur propre chair. Donc on essaie d'instrumentaliser ce plan d'assistance humanitaire pour se brandir une certaine image. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Alors Karine, vous avez également un mot à dire sur cette thématique. Il faut quand même relever que l'assistanat humanitaire n'est pas une chose qu'on le dit parce qu'on veut faire un discours. C'est très complexe. Et lorsque je revise le plan d'assistance humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, je relève que les plans abordés étaient quand même intéressants. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, le point sur l'atteinte au droit à l'éducation, aux activités économiques, les attaques contre les forces de défense et de sécurité, attaques contre les autorités administratives et autres, on relève que les points sont des points qui existent, sont des situations qui existent. Ce sont des points faibles de cette crise. Mais qu'est-ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agissait forcément de distribuer des matelas à certains, donner des sacs de riz à d'autres? Est-ce que après, parce que pour une famille de 4 personnes, le sac de riz c'est maximum 3 mois. Comment on fait après les 3 mois? Parce que c'est ça en fait la vraie question. On n'assiste pas des personnes quand elles sont en zone de guerre comme de cette manière. Ok, ceux qui sont de l'autre côté au Nigeria, on fait comment pour ceux qui sont à l'extérieur? Et ceux qui sont dans les brousses, comment on fait pour les retrouver? Parce que c'est tout ça qui entre dans cette assistance-là. On assiste qui? Ceux qui sont à Bonabéry ou ceux qui sont allés à PK12? Oui. Comment on fait pour retrouver ceux qui sont à Yaoundé aujourd'hui? C'est Donc, ça, les véritables questions. Ok, on va s'arrêter là, Chalamé, parce qu'on va vous retrouver juste après. Je rappelle qu'on va lire une bonne partie des messages que vous avez envoyés, mesdames, messieurs, en deuxième partie du programme. On marque une courte pause, quelques minutes, et le Zénith revient, 10-12. Sur ce plateau, mesdames, messieurs, sur cette émission 10-12 le Zénith. Nous sommes le jeudi 9 mai 2019 et pour cette deuxième partie de l'émission, permettez-nous de lire quelques messages de nos téléspectateurs sur tous les sujets que nous avons développés sur ce plateau ce matin. Donc, Florazé, nous faisons recours à vous. Allez-y. Avec cette première réaction, comme un témoignage, mon mari a demandé le divorce 2 fois. Il m'a quitté une fois sur 10, me laissant avec l'enfant. Il n'écoutait plus personne, insultait tout le monde. Aujourd'hui, il veut revenir. Le tabac, c'est 8 fois. 8 Voilà. sur 10. 8 Tobassi. Autre réaction, alors que le président aussi pense à créer un plan d'urgence humanitaire pour les ex-agents de la régie Fercam relevant du statut particulier qui sont à la retraite sans pension et dont le dossier n'a pas abouti depuis 20 ans. Déjà plus de 100 morts dans nos rangs. C'est Pierre qui réagit ce matin. Oui, et on va tous les saluer, mais également M. Choupo Martin, qui fait partie de ce contingent, et les autres, qui régulièrement nous retrouvent ici à Equinox pour évidemment qu'on puisse porter leur dossier à l'attention des dirigeants du Cameroun. Oui, c'est une situation qui est grave. Ils sont là, ils attendent que l'État prenne en compte leurs revendications. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas admettre de laisser des Camerounais souffrir autant alors que ce qu'ils réclament est dans leur droit. Ce qu'ils réclament est ce qui avait été prévu par la convention signée à l'époque. Donc on ne doit que respecter cette convention-là, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Chalamel, sur ces plans d'assistance, comme on l'a dit en tout début, tout à l'heure, c'est clair qu'on ne peut pas continuer dans un pays à fonctionner avec des urgences à n'en point finir. Alors, monsieur, il faut aussi, souvenez-vous que le secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, par ailleurs ministre de l'administration territoriale, avait été investi du pouvoir par le premier ministre de l'époque, Philémon Yang, comme coordonnateur du centre de plan d'assistance. Donc, oui, vous vous rendez compte qu'il est au cœur de cette affaire. Et l'une de ses premières sorties, le ministre Atangandi avait dit, je cite, « La distribution des dons sera prioritairement assurée par la direction de la protection civile et les militaires. » Voilà ce qu'il avait dit dans l'une de ses sorties. Alors dites-moi, je veux bien... Comment les ONG voilà, se sont retrouvés à l'intérieur. Oui. Je veux bien savoir. Voilà sa première sortie en tant que coordonnateur. Il a dit, la distribution des dons sera prioritairement assurée par la direction de la protection civile et les militaires. Est-ce que c'est à leur niveau? Est-ce que c'est la protection civile qui prend aussi et confie aux ONG? C'est à leur niveau. Autre chose, il y avait des hangars de stockage qui avaient été prévus.
On avait prévu des hangars de stockage dans les différentes zones, avec la mention que lorsque les stocks vont être épuisés dans l'un comme dans l'autre, on reviendra se servir dans le stock de Douala. Ah oui. N'oublions pas qu'il y a des gens qui de manière volontaire ont fait des dons, M. Eric Fopoussi. Nous avons des gens qui ont donné les 1500 sacs de riz. On a des gens qui sont allés porter des matelas, des gens qui de manière individuelle, dont en nature, qui se refusaient à ce que leur nom transparaisse quelque part, mais qui ont fait des dons. Attention, il fallait comptabiliser cela et rendre compte aux Camerounais. Le peuple avait besoin. Je me suis dit qu'il faut pousser. Je vais vous prendre l'exemple de Ngoulouré, 9e roi de la dynastie Bamoun. Vous savez que chez les Bamoun, lorsqu'il fallait introniser un roi, on parcourait tout le Noun, tout le royaume, on collectait le sel auprès de toutes les personnes, les mamans, toutes les familles, on collectait le sel. C'est sur ce sel qu'on prélevait, c'est sur ces pains, on fabriquait des pains de sel. C'est sur ces pains de sel qu'on prélevait le sel pour préparer le repas du roi. Lorsque ces pains de sel venaient à finir, ça supposait que vous avez achevé votre mandat. Monsieur Eric Fopoussi, seul Ngoulouré a réussi à doubler son mandat parce qu'il était tellement bon et tellement large que lorsqu'on est venu le souffler que le pain est fini, il est sorti suppliant en disant que vraiment le pain. Monsieur, si on avait rendu compte aux populations, si on avait dit, ouais, vous nous avez aidés, l'Ouest vous avez donné, l'Est vous avez donné, le Centre vous avez donné, voici la répartition qu'on a fait, tels stocks ont été remis. On a prélevé des excédents pour les gens qui ont été des inondations dans le littoral et à Limbé. On a prélevé, ce n'était pas prévu, mais il fallait d'urgence assister les gens. Voilà ce qu'on a fait. Voici X. Nous sommes à tel niveau, on a encore besoin de votre aide. Encore que les leaders même des partis d'opposition s'étaient levés pour dire que l'État pouvait supporter cette charge. Ces 12 milliards, l'État pouvait supporter. Au vu du train de vie que même certains ministres, l'État pouvait supporter. D'autres sont allés plus loin en disant que tout ce qu'on a mis, qu'on a enfermé, qu'on a dans le palace épervier, on pouvait leur dire, chacun d'entre vous nous donne 1 milliard, il est libre. Chacun d'entre nous prélève une somme, on fixe un quota, après il est libre, il purge une certaine personne, on voit sa peine combien. Donc, on a tout proposé. Aujourd'hui, on se demande donc comment ça a été partagé. Comment est-ce que ça a été donné? Quand on nous dit c'est les ONG, il faudrait que les ONG aillent s'asseoir pour établir notre rapport, sortir le rapport qui sera contesté. On va se retrouver à faire un ping-pong. À la fin, les gens sont en train de mourir de famine parce qu'ils ne peuvent pas aller au champ. Non, mais Chalamel, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. N'ayons pas peur des mots. On est en face d'un gouvernement qui minimise la situation. D'abord sur le plan des chiffres. Il faut qu'on s'entende. Il y a combien de déplacés internes qu'on va aider? Vous savez qu'il y a actuellement la polémique des chiffres, la guerre des chiffres entre le gouvernement et les institutions internationales qui estiment que le Cameroun est à plus de 500 000 déplacés. Le gouvernement est actuellement, et avoue à demi-mot, nous sommes autour de 150 000. Vous voyez, déjà ça pose problème. C'est pourquoi on va se retrouver au final à faire des prévisions et se rendre compte que ça ne marche pas parce qu'il y a plus de souffrance qu'on ne l'a au préalable avoué. L'autre chose, c'est que le gouvernement n'a pas été le seul à agir sur ces terrains-là. N'oublions pas que le SDF, avec l'initiative de John Frundi à l'époque, avait envisagé une collecte et avait aidé sa part dans cette affaire. N'oublions pas que le MRC de Maurice Kamto avait lancé également un appel aux dons et que les dons allaient être transmis à la fondation Paul Aya Abine, qui a également fait un travail sur le terrain. Donc il ne faut pas qu'on nous fasse des discours aujourd'hui pour nous dire qu'il y a des détournements et c'était après le lancement de ça, et pourtant on n'est pas seul sur le terrain. Donc au final, il faut clairement dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu un échec et à un moment donné dans ce pays, des gens doivent accepter qu'ils ont échoué et rectifier le tir que de faire de la boucle émissarisation par rapport à... Il reste 9 mois, monsieur. Il reste 9 mois, justement. Il reste 9 mois. Vous avez tellement raison, monsieur Fopoussi Negou, que c'est semblable à ce qui se passe dans les hôpitaux. Vous voyez certains médecins, ils savent que votre patient, là, d'ici 1 heure, va partir. Mais va vous faire... une ordonnance au point plus d'1 million. Vous courez dans toutes les pharmacies, vous vendez en venant, on dit qu'il est voilà. On l'a déjà couvert de tous les brancardiers sont en train de l'amener à la mort. Donc en fait, le gouvernement ne peut pas. Il ne peut pas, mais on joue, on s'amuse. C'est de ça qu'il s'agit. Pour donner l'impression qu'on peut faire. C'est pour cette raison, et on appelle ça souvent le vote du shérif. En fait, le gouvernement sait qu'il est coincé.
Et pour amener Madame Bachelet à les accompagner, c'est-à-dire, c'est pour cette raison que le ministre de l'administration territoriale lui a dit que maintenant, le représentant du ACR, parce qu'il lui est devant, le ACR, il détourne les dons. Et c'est lui, le représentant de ACR, qui a dit non, si nous on ne détourne pas, mais si c'est détourne, c'est peut-être les ONG partenaires. Vous voyez dans quel embarras on met. Donc à ce moment-là, Madame Bachelet rentre avec des idées. Et vous savez que dans le doute, on s'abstient. Donc elle ne peut pas prendre des mesures pour condamner le gouvernement alors qu'elle avait tout. Elle avait tout été servi et on utilise cette touche-là pour retourner la situation. Voilà, alors qu'on sait très bien, ce qui se passe sur le terrain. Et pendant ce temps, il y a des enfants qui sont en train d'être recrutés dans les milices. Il y a des personnes qui continuent à mourir et des personnes qui continuent à fuir cette ville, et ces deux villes-là, toujours en esquivant ces échanges de coups de feu et autres là. Mais jusqu'ici, on ne connaît véritablement pas. Aucun Camerounais ne peut vous dire il y a tel nombre de déplacés. Alors on va, Florazé, continuer à lire les messages avec vous, je vous en prie. Alors il y a une autre réaction, bonjour à vous, le Tobassi ou le chat n'attrape que les hommes frivoles, donc des vulnérables. Autre... La croqueuse qui a signé le message. C'est pas signé. Mais ça qu'il est pas, malheureusement. Il n'a pas encore expérimenté. Laissez les chers amis. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. À une certaine période, à Bertois, à Bombang, à Yos, Bonis, Yokadouma, vous mangez le poisson, vous laissez les arrêts. Seuls les arrêts que vous abandonnez, vous revenez. Oui, mais le lendemain, vous revenez. Je voudrais également... parce que j'ai entendu dire que certains hommes sont parfois chaperonnés, et ce terme existe, permettez-moi, par leur maman. Il y a des mamans qui ont travaillé sur leurs garçons de manière à ce que lorsque vous tentez d'imaginer lui faire un charme, ça vous rattrape. Bon, c'est vrai, ça va au Bénin. Il y a des mamans qui prennent si ça se fait à la naissance. Oui. C'est pour ça que nous demandons à nos enfants filles, à nos filles, deux choses fondamentales, qu'elles s'approchent de leur maman. D'accord. Qu'elles disent comment augmenter le lit avec son mari, quand elles savent de quoi ça parle, et comment protéger son mari dans les cas de situation. On le fait avec tout comme cette femme qui dit que son mari a déjà demandé le divorce plusieurs fois, et comment encadrer son mari. Mais quand vous allez en mariage en disant, moi j'ai trouvé mon mari, hein, je n'ai même pas. Mais le travail qu'on fait sur l'homme. Mais j'ai vu une mère. J'ai vu une mère dire à une fille que tu ne vas jamais détourner mon enfant. Jamais. Absolument. Oui, elle a dit dans ton. Elle a clairement dit non pour dire que quelle circonstance. Dans quelle circonstance? Que c'est sa femme. Non, parce que le gars a tenté. Non, c'était une femme. Non, d'accord. Que la femme a tenté de détourner son fils avec le charme et tout ce qu'on peut imaginer. Oui, c'est possible. Vraiment attention. Donc ça veut dire que monsieur, il y a des mères qui s'érigent en barrière. Ça veut dire qu'aucune femme ne débat avec son fils comme ça. Son fils est marié. Si son fils est marié. Ok, ça va. Est-ce que vous savez que certains types de marabout au sens péjoratif du terme, péjoratif, ça c'est vraiment péjoratif. On t'a dit charlatan. J'appelle marabout, je préfère dire marabout. On t'a dit charlatan. Ils sont allés ouvrir des groupes WhatsApp. Ils ont des faux féminins. Même sur Facebook. J'ai parcouru ça. Non, pourquoi vous dites j'ai parcouru. Monsieur, il faut toujours féminin. Vous voyez les problèmes que les femmes. Monsieur Florazé, arrêtez. Alors, c'est dans un taxi, monsieur, il faut pousser. Je vois une fille manipulée. Je dis, maman, c'est quoi? Dit que c'est notre truc là, c'est le gars qui nous s'occupe de nous, qui nous soigne. Je regarde, je vois ce que vous m'avez donné. J'ai été tenté de faire ça, ça n'a pas marché. Il m'a tapé le matin là. J'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Je vais revenir de voyez juste où c'est trop facile. Non, mais vous dites que c'est facile, mais je voyais juste où. Ce sont des réalités. Voyez juste où, monsieur Foboussi. C'est normal que toutes les mamans protègent leurs enfants. Vous savez, il y a une relation qui se crée. Les petites berceuses, lorsque vous voyez la maman, il y a une façon de bercer le garçon et une façon de bercer la fille. On ne berce pas le garçon et la fille de la même manière. Il y a des chansons, des chansons qu'on raconte. Vous allez voir, quand on parle de l'enfant, on lui raconte l'histoire de son grand-père, de sa famille. C'était des guerriers, c'était des enfants. On prédispose l'enfant. Il y a l'huile qu'on utilise pour oindre le jeune garçon. C'est tout un rituel, monsieur, il faut poser. Donc, les jeunes filles aujourd'hui, qu'elles vont. Il y a des gens que vous tentez, c'est vous-même que vous charmez.
Oui, oui, Elle commence à devenir Chalamé, de demeurer, de rester fidèle à leurs époux. L'homme est fidèle. Mais il est fidèle. Il est fidèle, mais il a 4 maîtresses. Le jour que vous prenez votre homme, vous allez vous marier et vous mettez dans votre tête que l'homme s'y est fidèle. Refusez-la. Allez immédiatement. Moi, je demande refusez, ne vous mariez plus. Non, je demande dans notre tradition d'être immunisé contre les croqueuses de diamants, d'or et autres. C'est que tu les tobassies. Mamans, si vous approchez des mamans, elles vont vous dire comment votre mari. Tout le monde partager son secret. Votre mari n'aura jamais de défaillance. Oui. D'accord. Votre mari n'aura jamais de défaillance. Ok, merci. On va arrêter là pour les messages. On va tout de suite basculer dans la revue des réseaux sociaux de ce matin, Florazé. Oui, il faut pousser avec cette information qui crée le buzz sur la toile. C'est un décès qui, sur la toile, a réjoui pas mal de Camerounais. Rappelons que certains Camerounais ont parlé de la fin du mythe avec le décès de l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence, décès donc confiné, et également donc hier par le cabinet civil de la présidence hier en après-midi. Rappelons que sur la toile, cela donc a provoqué une avalanche de réactions. Bon, beaucoup sont plutôt contents, célèbrent même cette perte. Rappelons que Martin Belinga et Boutou étaient déjà affaiblis depuis un bon bout de temps déjà par la maladie. Donc, ils décèdent dans un hôpital à Genève. Rappelons également bras droit du président de la République. Il aura quand même influencé, comme certains le pensent, sur la toile. Il aura également travaillé, comme on dit, et sur sa réputation. Et il a également consacré de sorties très fortes de personnalités du pouvoir. Certains sur la toile estiment que c'est la délivrance du Cameroun qui commence ainsi. Vous savez, les réactions sont incroyables. On se réjouit de la mort aujourd'hui sur la toile. Et aussi, rappelons qu'il aura influencé davantage le Cameroun. Oui, c'était une sacrée réputation qui n'était pas très bien accueillie par les Camerounais. La preuve est qu'il faut pousser les réactions. Bon, je vais dire, certains estiment que sont plutôt tristes, d'autres Camerounais estiment qu'on est délivré. Voilà, et surtout ajouter le lien monstrueux. J'appelle ça monstrueux parce que ça, il faut le faire. J'imagine que ceux qui le font ont des raisons et ont des informations que nous n'avons pas. De faire ce lien monstrueux entre la mort de Martin Belinga et Boutou et celle du Monseigneur Mbala, mort chacun, donc, comme vous le voyez, donc, au mois de mai 2017 et mai 2019. C'est bien de faire ce genre de rapport, mais en réalité, on va condamner tous ceux, comme vous l'avez dit, qui se réjouissent de la mort d'un être humain. On va le condamner. Ce n'est pas acceptable du tout. On ne peut pas continuer comme ça. Mais j'aimerais aussi condamner ceux qui condamnent cela avec un peu d'hypocrisie. Il y a des personnes dans ce pays, on n'a jamais vu ces personnes-là avoir autant d'attendrissement pour des personnes et qui se fendent en déclaration tout à fait donneur de leçons pour dire combien il faut être humaniste. Je rappelle que des gens meurent tous les jours au Cameroun et ces personnes-là, on ne les voit jamais monter au créneau pour appeler à l'humanisme. On a tué des Camerounais dans ce pays, on a fait des choses dans ce pays extrêmement graves. Des Camerounais sont morts dans des conditions extrêmement graves. On n'a jamais vu personne monter au créneau pour en appeler à l'humanisme, mais aujourd'hui, on fait encore, et parce que c'est ça le drame en réalité, c'est que on a construit au Cameroun un climat où on n'arrive plus à établir des liens de lucidité lorsqu'il faut réagir face à une situation, et c'est dans un camp comme dans l'autre. Malheureusement, ce n'est pas qu'un seul camp qui est le bon élève et l'autre camp est le mauvais élève. C'est cette précision qu'il fallait faire. Mais bon, Bengan, au final, Martin Belinga et Bouton, lorsqu'il sort du gouvernement, beaucoup de journalistes, analystes politiques avaient à l'époque commenté cela comme étant une disgrâce, comme étant voilà, une sanction du chef de l'État. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, la raison était là et personne n'avait vu venir. Justement, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas véritablement la proximité qu'il avait avec le président de la République, ou alors ils ont mal interprété cela, oui. Parce que comme vous avez dit, chacun avait peut-être des informations que nous n'avons pas, mais
il faut savoir qu'il était en réserve de la République, tout comme beaucoup d'autres d'ailleurs sont en réserve de la République. Oui. Certains avaient dit précisément l'ancien gouverneur qui dirige le DDR, oui, on lui avait dit, ah oui, mais on l'a nommé, alors qu'on l'attendait au TCS et tout. Donc vous ne savez pas, quand on est en réserve de la République, on s'attend à beaucoup de choses. Et l'actuel directeur du cabinet civil a d'ailleurs envoyé une note sur haute instruction du chef d'État comment le gouvernement devait s'occuper de son évacuation sanitaire et tout. Donc, il avait marqué la République. Mais je pense que la triste réputation, entre guillemets, qu'on peut lui avoir, ne sais quoi, c'est que, étant directeur du cabinet civil, il avait fait ombrage au poste de secrétaire général de la présidence de la République. Donc, et au point où il y a même eu des débats, je pense que même notre confrère et collègue autour avait présenté ça un jour, du directeur du cabinet civil, secrétaire général de la présidence, vraiment qui s'occupe de l'administration de la présidence. Non, c'était par rapport à la personnalité de M. Belinga Eboutou. Donc il avait une forte personnalité qu'il surplombait tout, le président de la République d'ailleurs. Peut-être parce qu'il y a d'abord été comme directeur de protocole d'État et il est venu, à l'époque où il était directeur de protocole d'État, imprimer une image qui avait séduit, à l'époque là, séduit tout le monde. La manière avec laquelle il réglait les choses comme une horloge suisse, il est parti de là, après les Nations Unies, il revient. Mais bon, ça a donc fait que ça se confondait, on le confondait à un vice-président de la République, malheureusement. Un vice-président de fait. Oui, un vice-président de fait, en réalité. Mais, bon, vous parlez de réputation. La réputation d'un haut commis de l'État. Comment on réussit à drainer avec soi autant de clivages, autant d'expressions contraires? D'abord, c'est lui le patron de la caisse de la présidence de la République. À partir du moment où il arrive, au moment où le Cameroun est en crise, et on disait tout à l'heure comment le président de la République peut sortir de l'argent dans des caisses, parce que selon les dispositions c'est pas l'article 2, de la deuxième disposition de ce qui encadre son budget, il peut faire des dons, camraille, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est lui qui instruit comment vous l'appelez, c'est lui qui gère l'argent à la présidence de la République. L'intendant, voilà. L'intendant de la présidence de la République. Donc c'est lui qui a la caisse. Vous le voyez au moment où il y a ces grands événements, vous le voyez pendant les élections, vous le voyez pendant... Donc en fait c'est lui. On vous dit, le DCC a instruit, le DCC nous a... Donc, et comme la caisse de l'État n'avait pas... Il y a eu d'autres DCC. Est-ce que ce n'est pas évidemment la figure ou bien son comportement à lui, sa personnalité à lui, par rapport à la discrétion? Parce qu'on voit beaucoup d'hommes puissants au sein de l'appareil étatique qui se sont plutôt discrets. Je veux dire, lorsqu'on prend un monsieur comme Laurent Esso, c'est quelqu'un qui ne drainerait pas autant de clivage si quelque chose... Donc il y a quand même aussi la personnalité de l'homme. Oui, c'est ce que je dis, c'est la personnalité de l'homme. C'est la personnalité de l'homme. Au moment où, puisque vous avez bien fait de prendre le cas du ministre d'État, Laurent Esso. Le ministre Laurent Esso, il a été directeur de cabinet civil au moment où Titus Ezoa, secrétaire général de la présidence de la République. Lorsque vous regardiez les deux hommes travailler, vous voyez une certaine cohésion, il n'y avait pas trop de bisbilles, même si ça existait, peut-être c'était dans les coulisses. Vous voyez, on organise le sommet de l'OUA de 1987, vous voyez une certaine, j'allais dire, complémentarité dans l'action, je dirais, publique. Mais avec lui, qui a travaillé avec Laurent Esso comme secrétaire général de la présidence de la République, c'est plutôt lui le directeur de cabinet civil qu'on voyait beaucoup. Donc peut-être c'est la personnalité de l'homme, parce que le ministre Laurent Esso, il est un peu discret, c'est un homme de dossier, il reste là cool, ainsi de suite, il n'est pas expansif. Mais l'autre, c'est vraiment lui, il avait la présidence de la République. Donc, vous voyez, même lorsque le chef de l'État veut tenir une action avec l'armée, lui, il est directeur de cabinet civil plutôt, mais c'est lui qu'on voit. C'était quand même devenu... Alors, Charles Hamel, sur ce décès de Martin Belinga Eboutou, est-ce que vous avez vu le communiqué de la présidence qu'il annonce? J'ai trouvé qu'il y avait un souci quand même, pour un homme de son niveau. Le communiqué est très laconique.
Je veux dire, c'est très court. Monsieur, La présidence annonce une seule phrase, point, on signe. Mais c'est normal, monsieur Eric Fopoussy, c'est normal. Vous voulez qu'on le dise avec quoi en face? Non, je veux dire on fait un poème. Oui, bien sûr, à la hauteur de l'homme qu'il est. Le très haut commis de l'État ayant servi pendant plus de 30 années le gouvernement comme ambassadeur a tiré sa révérence. Ouais. Et la présidence le remercie pour le service rendu. Il y a un communiqué qui sera pendant les obsèques, monsieur Eric Fopoussy. Non, vous avez le communiqué. Non, mais attendez. Ça sera pendant les obsèques qu'ils le feront. Ce sera pendant les obsèques, monsieur Eric Fopoussy. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas faire plus laconique que ce qu'on a fait dans les... Il a porté, ça a été pour le feu, comment on l'appelle, René Ouona, je pense bien, ça a été pareil pour le feu René Ouona, ça a été pareil pour le feu Ferdinand Oyono, ça a été pareil. Donc, je vais vous sortir, ça a été pareil. Communiquer la présidence française qui annonce un décès, vous verrez. Non, ça a été pareil. Mais, voilà. Monsieur Eric Fopoussy, un proverbe bantou, si vous voulez, deux proverbes bantou pour répondre à votre question. Le premier dit, c'est lorsque le roi décède qu'on découvre le visage de tous à qui il a fait du mal et du bien. Le deuxième, c'est lorsque le corps est étalé de l'homme, lorsque le corps de l'homme le plus puissant est étalé sur le sol, que chacun qui a une amertume et un ressentiment peut cracher dessus. Donc, c'est dire, monsieur Eric Fopoussy, que ceux qui le disent sur la toile, vous avez été très poli, les mots sont durs sur la toile. Les mots sont extrêmement durs qu'on emploie sur la personne. Vous avez un camp de personnes qui dit il n'a œuvré que pour le bien du peuple, il a été au service du peuple. Et un autre côté qui dit c'est pour vous. C'est pour vous qui étiez dans... Vous voyez un peu ce clivage qui existe. C'est-à-dire certains demandent... Ah, donc d'autres vont dire... Et donc tu l'as connu, ce type de témoignage. Donc les gens sont en train de faire des témoignages. Donc j'estime que cela reflète un peu. Un vrai sociologue, un sociologue qui prendra cela va se rendre compte que la société camerounaise est véritablement divisée. Il y a beaucoup de rancœur. Il y a beaucoup... Les gens vivent avec l'amertume, les gens vivent avec la colère. Et je crois que le tweet que le chef de l'État a fait, le tweet où il parle de pardon, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose à prendre. Et je crois qu'il faudrait qu'on matérialise. Il faut qu'on rentre aux fondamentaux de ce pardon. Le pardon commence avec le maquis, monsieur Eric Fopoussy, où des familles jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pu faire le deuil. Des familles jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pu. Il faut aller au fondement. Commencer à ce pardon là-bas avant d'arriver à celui-ci. Donc, beaucoup, on a le Saint-Éloi Bidou qui a fait... Saint-Éloi Bidou, moi je dis Eloï parce que je parle en français, monsieur Fopoussy. Non mais Bidou qui a cité que celui qui a tué Monseigneur Mbala ne meurt jamais. Voilà par exemple, un tel poste va prêter à confusion. C'est pourquoi j'ai dit... Venant de la part... Peut-être qu'il a des informations que nous n'avons pas. C'est ça que je dis, venant de la part de quelqu'un qui est quand même un cadre dans le parti, dire autant de choses. Non, vous voyez qu'il y a tellement de remontées nauséeuses qui sont en train de monter sur la personne. Pourtant, en Afrique, quand quelqu'un décède, quelqu'un de ce rang décède, c'est pas aux hommes de le juger, mais c'est à Dieu de le juger. On ferait mieux de faire table rase et de dire tout simplement que la paix lui soit légère. Et c'est là où il sera jugé, monsieur. D'accord. Oui, Karine. Qui sommes-nous pour le juger au final? Même si on reprocherait beaucoup de choses à son parti politique, au parti auquel il appartient, ou encore à ceux qui nous dirigent. Je pense que lorsque quelqu'un est décédé, généralement, on essaye de compatir à la douleur des personnes qui sont éprouvées telles que lui. Mais ce qui est encore cruel dans la toile, c'est que moi j'ai appris ce décès par rapport à un post sur Facebook. Va avec ta malchance, tu ne manqueras pas aux Camerounais. J'ai été tellement choquée. C'est dur. J'ai eu l'impression. Les paroles sont dures. Si vous prenez du temps pour sillonner les posts Facebook, vous allez avoir l'impression que c'est comme un compte rendu qu'on attendait, en fait. Et encore que lorsqu'il a été administré à Genève, tout le monde s'était levé pour dire pendant que lui se soigne là-bas, les gens meurent à la Kéntini, pendant que. On est allé jusqu'à ressortir même la note. La note au niveau du précepteur de l'ambassade, on a ressorti cette note. C'est pourquoi je m'étais abstenu, c'est pourquoi je m'abstiens maintenant
en parler parce que, vous savez, je m'étais également offusqué de cette note, de cette prise en charge par l'État du Cameroun, mais je m'abstiens d'en faire cas encore puisqu'il est mort, c'est terminé, on n'en parle plus. On va, Florazé, poursuivre cette revue. Vous voulez dire un mot? Oui, et Charles Hamel l'a dit, Oui. et moi je crois que c'est le plus important parce que depuis plusieurs semaines déjà, le chef de l'État joue un rôle de pédagogue. Et on se souvient qu'il y a quelques jours, il a insisté sur le pardon et l'oubli. Et tout de suite, je pense qu'il faut faire un lien, notamment à travers ce décès. Parce qu'il y a tellement de frustration. Et je crois que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Quand vous lisez les réactions sur la toile, et quand vous essayez de voir, tout est scindé sur la toile, je vous assure, il faut juste qu'on a, j'ai l'impression que juste une bouchée d'allumettes et ça prend feu. Oh, donc je demande aux uns aux autres... Non, c'est la conséquence d'un gouvernement qui n'a pas résolu les questions sociales. Je suis d'accord, mais je crois que le peuple camerounais est assez mature pour être au-dessus de ce type d'attitude. Au point où on en vient à se réjouir. Florazé, j'ai commencé par dire, pas condamner cela, mais au final, il faut qu'on trouve les origines, les causes de cela. Pourquoi le président Biya, après 37 ans de pouvoir, n'est-ce pas, nous laisse donc un pays aussi fragmenté? Parce qu'au final, on le voit très bien, il y a beaucoup de frustration sur le plan social, sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures. Il y a beaucoup de gens qui se sont, on va le dire, appropriés le bien public, qui montrent avec une arrogance terrible. Je suis d'accord avec vous. Moi, en fait, ce que je pense... Et cette fracture sociale-là, Florazé, on ne peut pas l'arrêter si on ne répond pas par des voies qui sont les plus communes. C'est-à-dire, je suis totalement d'accord avec les gens vous. Dessert, quand vous voyez un ministre qui a autant d'argent, de pouvoir, dire qu'on peut faire au Cameroun 36 000, en fait, c'est pas qu'il est impossible d'être 36 000, c'est que quand ça sort de sa bouche, ça paraît indécent en réalité. Donc c'est ça le problème, et les gens doivent comprendre que quand ils ont le pouvoir qu'on vous donne, c'est un pouvoir qui vous permet d'agir pour le bien de la communauté, pour la cohésion sociale. Quand vous êtes vous-même les premiers à instiguer la haine, à instiguer des stratégies politiciennes, tout ça là, vous rendez-vous compte qu'après, c'est ça, c'est le retour de l'envoi à l'envoyeur. Je me rappelle Sarkozy, chaque fois on en parle ici, Sarkozy est celui qui a appelé les gens des banlieues la racaille. Après, ça lui est retombé dessus. Je veux dire qu'à un moment donné, quand on prend un discours, une posture publique, on doit être certain que cela aura des répercussions. Non, moi, en fait, Eric Fopossé, je suis une Camerounaise, je ne vis pas sur Mars. Je vis également les mêmes frustrations que vous, que ceux qui nous regardent au quotidien. Mais moi, ce que je dis, c'est que nous devons être justement au-dessus de la colère. Et cette colère qui va nous empêcher de suivre notre objectif final. Si on se laisse submerger par les émotions, le trop plein de colère et de rancœur, je crois qu'on va passer à côté du but et de l'objectif. Alors, Florazé, vous connaissez l'expression ventre affamé n'a point d'oreille? Je suis d'accord. Non, je me dis non. Quand vous écoute, n'est-ce pas? Sinon, beaucoup de personnes. Vous entend. Sinon, justement, je suis d'accord avec vous. Il y a donc des personnes qui vont utiliser cette colère, ces frustrations, cette rancœur pour nous maintenir là où nous sommes. Moi, je demande aux Camerounais d'être un peu plus grands. En préparant nos stratégies. C'est vrai, on est en colère. On a des frustrations. Mais si on se maintient dans cet état cet état coléreux, je crois qu'on passera à côté de l'objectif. D'accord, vous avez raison, Flora, mais vous avez dit le président a fait une pédagogie. La pédagogie se termine par un exemple concret. On vous dit exemple d'application. Je ne suis pas son conseiller, mais s'il dit là à 13 h tout à l'heure, le chef de l'État a créé une délégation qui va rencontrer Cho Ayaba, Petesti, où Mabarika et les autres. Mabarika, où ils veulent pour voir le problème de la crise anglophone. Vous allez voir. Ou alors, le chef de l'État a reçu en audience hier le cardinal Christian Toumi pour le problème de la crise anglophone. C'est ça qu'on appelle commencer à décrispaliser. C'est à parler pardon. Voilà un peu comment on termine d'un cours de pédagogie. D'accord, on va poursuivre cette revue des réseaux sociaux, Flora. Oui, Eric Fopoussi, deuxième information, c'est à travers le Hadj pour cette année 2019 aussi qui crée des petits conflits aussi qui alimentent les débats sur la toile. Rappelons que le chef de l'État a fait un don d'1 milliard de francs CFA, également selon
Paula Tongadi, qui également a justifié justement le geste du chef de l'État. Rappelons que c'est une réponse aussi à l'augmentation des 5 à 9 000 francs CFA du prix du visa pour ce voyage qui va donc conduire les fidèles, on se rappelle, musulmans à la Mecque en Arabie Saoudite. 1 milliard de francs CFA. Pourquoi ça crée autant de problèmes, de confusion, de conflits sur la toile? Certains estiment qu'il faut pousser avec tant de problèmes sur le plan économique et les crises justement dans laquelle on est plongé depuis un bon bout de temps. Ce serait exagéré ou de baisser, pourquoi pas le coût, ou alors même de réduire le nombre de pèlerins également pour résoudre également cette question d'argent. Aussi, il faut également noter les frustrations de certains fidèles musulmans au niveau des denrées alimentaires également qui ont un tout petit peu, qui voient le flux en termes de prix. Donc, il y a vraiment encore des incompatibilités autour du Hajj et on est aussi de tout cœur avec nos fidèles musulmans dans cette période très importante pour eux. Alors, voilà encore une frustration. Il me semble que les députés, les parlementaires, députés, sénateurs compris, du Grand Nord, hier, on le relayait ici, avaient saisi le chef de l'État pour demander une réaction. Alors, ce qui est important, c'est que jamais on ne se serait imaginé que le président de la République puisse satisfaire à une telle demande, mais au cours de la journée, paf, 1 milliard de francs CFA est sorti pour cette affaire. Mais c'est terrible dans ce pays. On est un État laïque ou pas? Dans ce pays, ou bien quand on dit du Cameroun qu'il est un État laïque, soit on veut nous faire voir des choses qu'on ne veut pas, ou on est en train de blaguer. Je rappelle, à titre d'exemple, que le Nigeria a dépensé 2,6 milliards de francs CFA pour ce Hajj 2019 sans subvention de l'État. La Côte d'Ivoire a dépensé 1,6 milliard de francs CFA sans subvention de l'État. Le Tchad, qui a un président musulman, je tiens à le rappeler, a dépensé 1,3 milliard de francs CFA pour le Hajj sans subvention de l'État. D'où vient-il que le Cameroun doit devenir un pays, spécial qui agit comme il veut? En réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des priorités et on doit pouvoir faire avec des priorités. Il y a l'eau, il y a le choléra, il y a beaucoup de choses au Grand Nord. Il n'y a pas tout ça et on continue à nous voilà, faire ce qu'on fait. Bon, Robin, je vais commencer par vos réactions. Oui, vous avez raison. Ça veut dire que nous sommes dans un environnement où on ne laisse pas les populations, les communautés se déployer pour s'épanouir. Vous avez parlé du Nigeria. Là-bas, on laisse les hommes d'affaires nigériens, à cause avec le chef d'État, ils ont le numéro direct de leur chef de l'État. De même, ils peuvent causer, ils se rencontrent, ils prennent des avions, ils l'accompagnent dans des affaires. Ici, chez nous, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que notre président se comporte comme Jésus, un sauveur. Lorsque vous êtes bloqué, vous dites, mais on vous dit que appelez à la présidence, qui est devenue même une nébuleuse. Appelez à la présidence. Vous avez donc des entrées. Et c'est ça qui a abouti au fait que quand ils se sont levés les mêmes mains, en fait, ce n'est pas les mêmes, j'allais dire personne par personne, mais se sont levés lorsqu'on a créé l'université de Maroua, dit nous voulons 60% d'admis. Le chef de l'État a dit vous tous qui avez composé, vous tous qui avez vous êtes déjà admis. Et voilà ce qui cause des problèmes. Ça veut dire qu'en fait, que les communautés, même religieuses du Cameroun, ont besoin de la perfusion de l'État, ce qui n'est pas normal. Et y a-t-il combien d'institutions religieuses au Cameroun? Et chaque fois qu'une organisation religieuse aura des problèmes d'études, on va appeler la présidente de la République. Non, encadrons, laissons les gens s'émanciper, s'épanouir et subvenir à leurs besoins, ainsi de suite. D'accord, très bien. Alors Karine... Il y a quand même dans toute cette allée-là plusieurs entreprises camerounaises qui déclarent banqueroute, c'est-à-dire qui chutent, qui ferment les portes juste pour une question de 500 000, 5 millions, mais voilà 1 milliard qui s'en va pour un don à une communauté religieuse. Ça crée une grosse frustration parce que récemment encore les chrétiens ont aussi participé à un jeûne et ils n'ont pas vu toute cette émission
émulation là, autour de leurs jeunes. Mais ce qui est encore plus important dans cette situation, c'est que c'est la population qui a le plus besoin d'infrastructures au Cameroun. C'est-à-dire que c'est comme une population abandonnée, le Grand Nord. Quand vous êtes au Cameroun et que vous avez la carte des infrastructures au Cameroun, vous avez l'impression qu'on a divisé le Cameroun en deux. Il y a une partie du pays qui a tout et une autre qui n'en a pas. Ou une partie qui semble avoir, mais une autre qui n'en a même pas. C'est-à-dire que c'est dans cette localité qu'on trouve les gens qui meurent du choléra jusqu'aujourd'hui. C'est dans cette même localité que des gens jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à avoir un téléphone Android pour avoir Internet, ne serait-ce que pour avoir les tweets du chef de l'État. C'est dans cette même localité encore aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir un sous-préfet qui reste sur place parce que là-bas encore, il y a Boko Haram. Toujours dans cet extrême nord. Comment est-ce qu'on fait? C'est pour qui c'est 1 million de francs CFA? C'est pour des personnes qui sont des gros entrepreneurs, des personnes qui sont des gros investisseurs, des gens qui ont déjà de l'argent, si je vous en assure. Ce ne sont pas des personnes qui naviguent sur comment manger. Ce sont des personnes qui ont déjà de l'opulence, mais qui ont besoin de 100 000 chacun, apparemment, ou encore parce qu'ils sont à environ 2393 comme ça, à devoir voyager. Donc, ils sont là, chacun a besoin peut-être de 200 000, de 100 000 francs pour pouvoir aller faire son voyage, son pèlerinage à la Mecque pour ses dieux. Et ils laissent tout ça alors que même la religion musulmane prenne le partage, prenne la solidarité, prône autant pour moi la solidarité, le partage et autres. Comment on fait pour aller faire un pèlerinage alors que derrière nous il y a des gens qui meurent de faim? D'accord, très bien. Alors Charles Hamel, est-ce que vous comprenez que ce soit indécent, c'est 1 milliard de francs CFA? D'ailleurs, je me pose des questions. Il y a beaucoup de milliards qui sont dépensés ces temps-ci. Il y a la MIDA qui a reçu sa part de milliards. Vous voyez ça comment? Je le vois comme j'ai vu les 306 millions de francs CFA que le chef de l'État a donné pour la cathédrale de Saramélima. Voilà. Il a habitué. Bon, moi je pose des questions. Non, monsieur, et si vous décidez, vous par exemple, d'aller visiter les crânes de vos ancêtres au village, doit-on vous suivre? Non, on écrit lettre. On écrit lettre. Nous, on écrit lettre qu'on peut aller voir le crâne. Non, vous savez, monsieur, le problème c'est que on nous a dévêtus de nos valeurs. L'Afrique était le centre du monde, monsieur Eric Fopoussi. Que vous soyez à Tombouctou, était la plus grande université, où les plus grands savants qu'on dit aujourd'hui de l'ère française sont venus apprendre cours, monsieur Eric Fopoussi. L'Afrique était le carrefour de la connaissance. Aujourd'hui, on va aller à la Mecque. Il faut qu'on va aller tourner autour de la Kaaba. Je vous rappelle qu'ici au Sénégal, nous avons, monsieur Eric Fopoussi, le pèlerinage de Magal, tout autour de la tombe de Cheikh Amadou Bamba. Ah oui, monsieur, depuis 86 ans. Où tous les jours, près de 3,5 millions vont des États-Unis pour venir faire le tour, les mouridistes. Ah oui, ils viennent faire le tour. Il fallait que vous nous dites ça. Okay. C'est depuis 86 ans. On est là à Touba. À Touba au Sénégal, vous pouvez frapper. Touba au Sénégal, il y a le pèlerinage de Magal, où les gens se déplacent depuis 86 ans. Ils vont rendre hommage, ils vont prier tout autour de leur Kaaba aussi, monsieur Rifopoussi. On a eu quelqu'un qui a posé quelque chose d'assez, je veux dire, mirobolant. La basilique de, comment on appelle, de Yamoussoukro. Côte d'Ivoire. C'est la réplique, sinon un peu plus grande, du Vatican, où les gens peuvent aller se reposer. Mais comme il faut absolument fouler un lieu où on dit être le lieu où Jésus a vécu, même si c'est en Égypte, il faut aller absolument au Vatican. Vous voyez ce que les gens dépensent chaque année. Il y a des gens qui dépensent de l'argent pour aller à Lourdes, monsieur Eric Fopoussi. C'est un pèlerinage très couru, très prisé. Le pèlerinage de Lourdes, où les gens vont prier, ils viennent laver l'eau, ils viennent laver des statues et tout. Non, je crois. Et c'est là mon langage, monsieur Eric Fopoussi. Si nos amis qui vont à la Mecque, que je respecte véritablement, qui vont à la Mecque, décident que non. On bloque ces 4 000 milliards ou ces 4 600 milliards, on les bloque pour construire notre part ici. Je pense que beaucoup, ça va limiter et ça va permettre à l'économie de tourner. On a le Nigeria, on a la Côte d'Ivoire, on a tous ces différents pays viendront elles aussi découvrir le Cameroun pour faire cette prière. Ok, voilà. Très bien. On va dire que le pèlerinage à la Mecque, c'est un pilier de l'islam, si je ne m'abuse. Oui. Alors, on va, Florazé, terminer votre revue ce matin. Oui, et il faut pousser avec cette image, l'image du jour, avec cette rénovation du monument Wanko. On est à
Batoufam, c'est quoi Bafoussam, mais rappelons que Wonko lui-même est né à Batoufam, où a donc a été érigé cette stèle, ce monument, ce qui fait problème sur la toile, justement, Eric Fopoussi, hein, c'est le montant qu'a coûté justement les carreaux. Alors cette rénovation, on parle de 7 millions de francs CFA, mais rappelons quand même que Samuel Wonko, très jeune déjà, a été très engagé sur la scène politique. Il avait pratiquement les mêmes âmes ou les mêmes orientations que l'UPC. Déjà à l'âge de 32 ans, il était député. Et aussi, il avait pour cheval de bataille la prise en main de la pêche camerounaise, la pêche côtière justement par les Camerounais. Donc, il portait à cœur les problèmes même des Camerounais. Déjà la preuve, lorsqu'il a commencé ses études en Hexagone, il avait tenu déjà une revue, l'étudiant camerounais, et justement où il mettait en exergue les problèmes ou les frustrations des Camerounais en France. Et aujourd'hui, on a donc décidé de rénover, parce qu'il faut quand même rappeler que en son honneur, on avait érigé justement un très beau monument. Et justement, pour cette rénovation, on était là à 7 millions de francs CFA, ce qui crée le débat sur la toile. Le monument existait déjà. Oui. Ce n'est que la pose des carreaux. Tout à fait. Donc, on a essayé de rénover et tout pour donner un peu plus de coloration, de couleur. Oui. Et ça a donné ce que vous avez en image. Et on parle de 7 millions de francs CFA. Il faut pousser lorsqu'on sait déjà que même dans la même ville, là, les populations vivent déjà dans des insuffisances, manque de routes, d'accès à l'eau potable, etc. Et tout. Donc, il faut justement regarder l'image, vous voyez un peu ce qui va autour. Donc, encore des imperfections de l'argent, encore qui va dans les poubelles. Alors, d'abord, on parle de qui est Samuel Wonko, parce que c'est important que l'on comprenne de qui il s'agit. Alors, c'est un ingénieur pont et chaussée, l'un des premiers au Cameroun. C'est à lui qu'on doit le plan d'urbanisation de Bafoussam, la ville de Bafoussam que vous voyez là. C'est à lui qu'on doit. Pour ceux qui connaissent l'hôpital régional de Bafoussam, derrière le marché B Bafoussam, c'est lui qui a conçu l'hôpital, c'est lui qui a fait les plans d'architecture de l'hôpital régional de Bafoussam. L'hôpital de district de Tchan, si je me trompe également, a été fait par lui, c'est lui qui l'a conçu. L'hôpital du district de Founan aussi, c'est lui qui l'a aussi conçu. Donc il faut le dire, c'est quelqu'un de très brillant. Je l'avais dit, député à 31 ans, il faut le faire. C'était pour là, évidemment, c'était des gens très très brillants. Mais bon, Bengan, revenons d'abord sur Wonko, mais revenons quand même sur cet ouvrage, sur cette réhabilitation de carreaux qui coûte 7 millions de francs CFA. Je pense que c'est la communauté urbaine qui l'a fait. Oui, de Bafoussam. D'abord, ça veut dire... Monsieur Nzete, Emmanuel. Voilà, ça veut dire, première chose, qu'il y a des monographies sur M. Wonko, sur ce compatriote-là. Il devait avoir ses photos. On doit avoir son image à laquelle on colle un nom. Et surtout, son parcours, sa biographie pour inspirer les jeunes qui arrivent. Maintenant, le coût, non, je ne me limite pas au coût. Je pense qu'il a parlé de 6-7 millions. C'est pas mauvais, mais est-ce que ça représente quelque chose? Ce n'est pas le coût. Pour moi, c'est pas ça. Mais est-ce qu'il y a, en dehors de ce boulevard, un immeuble de ce monument? Est-ce qu'il y a l'hôpital que vous avez appelé doit porter le nom de Wonko? Tout à fait, régional Bafoussam, oui. Un édifice public qui doit porter son nom. Moi, je pense, la rue, c'est déjà boulevard Wonko, mais il faut... Avenue Wonko. Avenue Wonko, voilà. Avenue Wonko, c'est pas mauvais, mais il faut son image et la monographie. D'accord, merci. On va arrêter là pour les échanges de ce matin, madame, monsieur, pour prendre l'interpellation de ce matin et on regarde l'élément. Ensuite, nous ferons des commentaires en studio. Ouais, tout d'abord, il faut d'abord que les jeunes soient fidèles et patriotes. Oui, parce qu'il y a trop de jeunes qui trahissent. Certains, ils ont le travail, mais ils viennent en retard et on les renvoie. Et aussi, ce genre de problème-là. Ouais, il y a certains jeunes qui sont compétents. Ouais, ils sont nombreux dans le pays. Mais on ne les trouve pas, on ne les cherche pas. D'autres aussi, on y a peur. Parce qu'ils ont tellement demandé du boulot qu'ils sont fatigués et découragés. Ouais, on aimerait bien que les jeunes puissent avoir encore du courage pour demander du travail et de persévérer dans leur domaine. Ouais, et lorsqu'ils trouvent qu'ils soient ponctuels aussi au travail et fidèles et patriotes, qui regardent aussi tous leurs environnements, qui ne partent pas seulement pour l'argent, mais pour le pays aussi, pour le développement du pays. C'est très important.
Voilà, on va commenter hein, cette expression orale bien nourrie de ce jeune Camerounais, jeune compatriote. Bon, Bengan, qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Une réaction quand même suite à cela? Oui, le fait qu'on ait enlevé les cours de morale à l'école, ça pose problème. Oui. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on appelle patriote. Vraiment, on ne sait pas. La devise parle de paix, travail, patrie. Patriote, c'est celui qui aime son pays et celui qui aime sa patrie. Maintenant, entre les militants, pour le cas précis, les jeunes du MRC et ceux du RDPC, qui sont les patriotes qui ne le sont pas. Voilà comment les problèmes se posent mal dans ce pays. D'accord. Qui est donc patriote qui ne l'est pas? Vous prenez ces deux cas-là. Entre ils s'insultent. Qui est patriote qui ne l'est pas? Précisément parce qu'il n'y a pas eu une éducation de la masse. Pour y parvenir, comme dit mon fils là, il faut laisser les partis politiques se déployer, mais également les syndicats et les autres organisations de la société civile. C'est là où on apprend ce qu'on appelle l'amour de sa patrie. Et l'amour de sa patrie se matérialise par différents secteurs. Vous êtes footballeur, vous êtes ceci. Vous pardonnez même lorsque vous êtes dans deux partis politiques différents. Ok, merci. On va arrêter là pour interpellation. On a tous écouté ce qu'a dit le jeune Camerounais, même s'il faut que je félicite Cédric Chouna, qui cette semaine nous amène, voilà, nous vient avec des jeunes Camerounais qui eux aussi doivent avoir vos chapitres au final. Florazie, on va lire quelques messages avant de sortir définitivement du programme de ce matin. Oui, Rifo Poussi. Alors cette réaction, je vous écris de Tinto, on est dans le département de la Manu. Nous n'avons jamais vu un seul grain de riz à Monfé. Le gouvernement doit nous dire ou dénoncer ou alors porter plainte aux ONG qui ont détourné ces dons. Où sont les magistrats, officiers de police judiciaire? En tout cas, notre cher ami s'interroge et qu'on nomme donc les ONG coupables. Je vous écris également en répondant pourquoi les prix du Hatch augmente exceptionnellement au Cameroun. C'est notre cher ami, si le gouvernement agit, c'est parce qu'on ne peut pas nous expliquer cette augmentation. Non, ça a augmenté. C'est dû à la conjoncture internationale, la fluctuation du dollar. Oui. Mais également, il y a les frais de visa également ont augmenté via l'autorité saoudienne. Voilà. D'Arabie Saoudite. Voilà. Vous n'allez plus chez eux? Je pense qu'au Nigeria, le prix du Hadj est en dessous de 2 millions de francs CFA. Demandons-nous pourquoi au Cameroun, les gens doivent payer près de 2 millions 500 francs CFA. Oui. 500 francs. Autre réaction, alors dans le département, dans le thème, le phénomène, alors, on n'a pas d'électricité. Pour revenir à l'autre message, bon, Bengan, c'est important, je dis sur votre contrôle. Si on avait réussi à faire de Camerco on va dire, une compagnie fiable, Camerco aurait certainement géré cette affaire sans qu'on ait de problème. Absolument. Je pense que les confidences qu'on a eues, ça c'est pas un secret, je pense que la plupart des Camerounais le savent. Donc, le 4 novembre 1982, lorsque le chef de l'État se retire avec son successeur désormais, il lui aurait dit 3 choses. Il lui a dit, il ne faut jamais tuer la Camer. Les Chinois, la Chine, ce sont nos amis. Dans le processus de réunification du Cameroun, approchez-vous davantage des ressortissants du Nord-Ouest. Ça, voilà. On le sait. Maintenant, où se trouve la Camer? À l'époque, la Camer s'occupait de décès. D'ailleurs, pour cette raison que même le volet fret était bien, était un département, j'allais dire, qui rentrait de l'argent à la Camer. Aujourd'hui, on laisse Camerco battre de l'air, on demande, on fait comme si c'est les Camerounais qui ne savaient pas gérer, alors que lui, le patron de l'entreprise, ne donne pas une orientation majeure. La Camer aurait pu prendre nos compatriotes et les amener prier. Voilà. Alors, Florazie. Il y a vraiment le pouvoir. Les musulmans ont privilégié le milliard de la Mecque. On lui place des conditions et des devis des populations. Lorsque le président, lorsque lui qui préside la CONAC demande à Dieu de prier, vous allez vous trouver dans quel pays? Mais si Dieu donné Massi Gabriel, c'est bien qu'il est pasteur. Mais on lui dit d'être là pour lutter contre la corruption. Il dit qu'il ne peut pas, il faut prier. C'est pas le problème. Non, voilà, les musulmans n'ont aucun problème. Le gouvernement doit...
Alors, autre réaction ce matin, je pense que le gouvernement devrait également revoir en tout cas l'affaire du plan humanitaire dans ce pays. Il y a trop de promesses non tenues. Maël depuis Mbanga qui réagit ce matin. Autre réaction, le Cameroun, c'est bien. Autre réaction, nous voulons également des conseils et également par rapport à cette situation, comment avoir un discours déplaisant vis-à-vis de la mort d'une personne. Autre réaction, la croqueuse d'or avait accueilli l'homme dans sa villa. Bon, l'homme aurait dû penser aussi au Tobassi. C'est pour l'histoire du jour. Merci infiniment, merci sur ce plateau. Madame, monsieur, c'est ici que se referme cette autre édition du 10-12 Le Zénith. On se retrouve donc demain lorsqu'il sera 10h. Restez sur Equinox Télévision. Nos programmes se poursuivent et s'enchaînent au cours de la journée. Que Dieu bénisse le Cameroun.